Ok, ok. Est-ce que je peux, pour le début, aller aussi dans l'amphi pour... c'est où? L'amphi principal. Mhm. Euh, ok, je l'ai. Est-ce que toi, tu les entends ou pas? Est-ce que tu peux me transmettre les questions ou les moments où il faut que je me taise, enfin voilà, quand il y a des interactions? C'est... Ok. Et je vais me mettre... Donc, j'ai l'amphi principal avec Semos, le mec à la voix la plus agréable du monde. Bouteille est en train d'écrire. Donc, je vois les messages arriver. Donc, normalement, t'as pas besoin de faire ça. Voilà. Hop. Ok. Alors, salut, est-ce que vous m'entendez? Ouais, Ah, super. Donc, on est tous là, on peut démarrer, c'est ça? absolument. Et on entend Alexandre. Parfait. Bon, bah, bonsoir à tous, ici No Pesto. Bienvenue sur le Discord du Canard Réfractaire. Alors, ce soir, on est plutôt sur Zoom que sur le Discord en raison de soucis techniques, mais on va pouvoir démarrer. Alors, on est très content, Alexandre, de te recevoir pour la première de l'événement Anthropologie réfractaire. Et on parlera aujourd'hui de la résignation et du renoncement. Bienvenue à toi, Alexandre. Ben, merci, mais merci de la patience que vous avez eue pour résoudre les problèmes techniques qui nous ont accablés et assaillis, mais qu'avec beaucoup d'intelligence collective et de tact et de douceur, on a fini par réduire. Enfin, vous avez fini par réduire. Bon, c'est la loi de Euh, Murphy, hein. Quand un truc ouais, marche pas, c'est en ça. général, il n'y a rien qui marche. C'est ça. Pour commencer, je voudrais dire d'une certaine manière comment le sujet est arrivé, et puis comment je l'ai pris, et puis comment je l'ai un peu bousculé, et puis voilà. Alors, pourquoi j'ai dit oui tout de suite au travail sur la résignation qui m'a été proposée sur le canard, c'est parce que ça venait m'empêcher de tourner en rond. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend super, ouais. Ok. Parfait. Ça venait m'empêcher de tourner en rond parce que moi, j'étais en train de froncer les sourcils autour d'une notion un peu différente, qui était le renoncement. Et pourquoi je voulais penser au renoncement? Parce que j'en ai assez d'entendre les réflexions sur la fabrique du consentement, le consentement, qu'est-ce que c'est que le consentement? Et moi, la plupart du temps, ma réaction, c'est de dire, dans le fond, il n'y a pas de consentement qui soit obtenu. Il y a uniquement du renoncement à la lutte, du renoncement à l'opposition. Et c'est autre chose, et c'est autre chose qu'il faut comprendre. Voilà. Donc, ça venait me bousculer un petit peu de penser à la résignation. Et je voudrais, avant d'aller plus loin, distinguer d'emblée très fortement les deux notions que je veux partager avec vous, la résignation et le renoncement. J'ai envie de réfléchir avec vous là-dessus, comme sur deux figures de la politique contemporaine, c'est-à-dire sur deux manières de prendre position dans l'espace public, dans l'espace commun. Bon, Mhm. alors, pour le distinguer d'emblée, je dirais, prendre un exemple fort. Vous savez, le fameux vote barrage à Marine Le Pen. Voilà. Le vote barrage. D'ailleurs, on pourrait dire le vote barrage au Le Pen, puisque ça a été d'abord son papa, puis la fille. Euh, alors, qu'est-ce que c'est que la résignation face à un appel au vote barrage? Ben, la résignation, c'est se résigner à aller voter. C'est se résigner à obéir à un ordre collectif, à une espèce d'injonction morale collective qui vous dit il faut faire ça. Et vous vous résignez à le faire. Vous n'avez pas forcément envie de le faire, mais vous le faites quand même Mhm. parce que ben voilà, vous vous y résignez. Inversement, le renoncement, c'est renoncer au droit de vote. C'est renoncer à voter. C'est décider de ne pas aller voter à ce moment-là et de ne pas participer à ce jeu et à ce mode de régulation des conflits. Donc typiquement, dans un cas, je vote,
Dans l'autre cas, je ne vote pas. Là, vous voyez, c'est vraiment deux choses complètement différentes. En un sens, la résignation, c'est le niveau zéro de l'acceptabilité. C'est l'abolition de soi en tant que volonté agissante. Je me résigne à agir, mais en fonction d'une volonté qui m'est extérieure. Tandis que le renoncement, c'est le niveau zéro de la participation, de la collaboration. On refuse de collaborer, on se met en retrait. Mais en même temps, dans ce retrait, il y a l'affirmation de sa volonté. Et pour forcer un petit peu le trait, dans le premier cas, dans le cas de la résignation, je suis l'agent parfait, je suis vraiment un pur agent économique et technique, parfaitement fonctionnel et qui abolit toute volonté d'agir par soi-même et d'être le motif, d'être à l'origine du motif de son action, de ce qui motive son action. Dans le second cas, je refuse totalement le statut d'agent. Je me mets hors du jeu. Par exemple, je me mets hors du vote. Bon. Alors, même si, en tant que renonceur, en tant que personne qui renonce, j'ai de fortes chances de former avec toutes les autres personnes qui renoncent une forte masse d'inertie qui va impacter le système politique ou le régime, le pouvoir dans lequel je me trouve. Néanmoins, c'est toujours individuellement que je renonce parce que, et ça on va y venir, un renoncement, c'est toujours justement un retrait de l'individu, un retrait de l'individu d'une logique collective. Donc là, tu parles de tous Quand les gens qui n'ont pas voté au second tour lors de l'élection avec Marine Le Pen, c'est ça? Non, je ne parle pas de tous les gens, on va y venir progressivement. Un refus, par exemple. Non, ce serait plutôt tous les gens qui n'ont pas voté Macron. C'est-à-dire que la Exactement, résignation, oui. c'est se résigner à aller voter. Le renoncement, c'est refuser le vote. Tout simplement. Dire, puisque c'est comme ça, je ne vais pas voter. Puisque c'est comme ça, je ne vais pas choisir. Et on va voir, c'est important, mais dès le début, on peut se le mettre dans les mains. Renoncer, c'est pas refuser. C'est arrêter quelque chose qu'on avait déjà et qui nous donnait du plaisir, qui nous donnait de la satisfaction, et c'est y renoncer. On renonce à quelque chose qu'on a, que ce soit un désir, que ce soit un projet, que ce soit une activité, que ce soit de l'argent, tel ou tel type de régime, peu importe. Hein. Je renonce à quelque chose que j'ai et qui m'apporte quelque chose. Et par exemple, là, c'est l'accès au vote que je prenais comme exemple. Je prenais cet exemple fort parce que vraiment, il permet de distinguer très clairement. Dans un cas, j'obéis. Dans l'autre cas, c'est pas que je désobéis, je me place hors du système. D'accord? Hmm. L'appel au vote barrage, si j'y obéis, je vote Macron. Si j'y désobéis, je vote Le Pen. Si je renonce, je vote ni pour l'un ni pour l'autre, je ne vote pas. Et cette renonciation, ce renoncement, pour être plus précis, je vais souvent passer de l'un à l'autre parce que résignation et renoncement, ce n'est pas pareil, ça me trouble. Cette gestuelle du renoncement, c'est pas quelque chose qu'il faut comprendre comme par exemple le refus du vote qui est construit par exemple dans la parole de Bégodeau que vous pouvez peut-être connaître. C'est pas c'est quand on est placé dans une situation où l'accès à son droit nous paraît trop compromettant et d'un seul coup on n'est plus capable de faire partie de ce système-là et on se retire de ce système de droit. Bon. Et Alors, est-ce que le renoncement pour le vote est gênant pour le système, d'après toi? Parce que je me souviens qu'on avait eu beaucoup d'incitations à quand même aller voter avant le second tour, en fait, avec Marine Le Pen. alors en fait, à terme, il n'y a rien de plus gênant. Il n'y a rien de plus gênant parce que ça fait effondrer le vote comme mode de régulation des conflits. Ça devient un mode de prise de décision d'un groupe de plus en plus infinitésimal, mais en aucun cas, c'est un mode de régulation des conflits à l'échelle de la société. On n'est plus en capacité d'avoir la participation de toutes celles et ceux qui atténuent leurs conflits par un mode de pouvoir républicain ou démocratique. C'est pas la même chose. On a une participation de plus en plus petite, et donc on est capable de prendre des décisions à partir de ce jeu, mais on n'est plus capable de réguler réellement les conflits. Donc, à terme, c'est une pratique qui peut complètement faire exploser ce système-là parce qu'il tournera à vide, sans électeurs en quelque sorte. Et déjà, il apparaît que dans de nombreuses communes, les élus ne représentent plus personne, ne représentent en tout cas plus la majorité des citoyens. Hmm. Même au présidentiel, on finit par avoir des étiages qui vraiment mettent en doute la légitimité démocratique des personnes qui sont là. Mais plus On a une profondément que question ça, de Samurai Grinch et j'aimerais bien que tu précises salut là-dessus. Samurai Est-ce que pour Grinch. toi, Oui. vote blanc,
vote nul et abstinence, c'est dans le même sac du renoncement ou pas? Qu'est-ce que Pas tu du penses de tout. ça? Pas du tout. Pas du tout. Je pense que le vote blanc et le vote nul relèvent du vote. Alors ça, c'est une analyse personnelle, ça ne va pas plus loin que ça, c'est une interprétation, mais à mon sens, on ne peut pas placer ça du côté du renoncement. Le renoncement, c'est l'abstention. C'est ne pas du tout entrer dans ce système de vote. Hmm. En un sens, je vais me corriger dans un instant, mais je vais d'abord donner mon hypothèse maximale. En un sens, une personne qui vote blanc ou qui vote nul dit la chose suivante. Je suis d'accord avec le mode de régulation des conflits, je suis d'accord avec le mode de l'élection, mais je ne suis pas d'accord avec le choix qui m'est proposé. Peut-être on peut être d'accord là-dessus. Hmm. Inversement, quelqu'un qui ne vote pas dit je ne suis pas d'accord avec le mode de régulation des conflits, je me retire de ce jeu-là. Je n'entre pas forcément en résistance, je n'entre pas forcément en guerre, je ne fais pas parler de moi, je n'ai pas forcément cette énergie-là, mais néanmoins, il y a une puissance dans l'acte du renoncement qui consiste à dire je joue plus, je ne joue plus. J'ai eu un Hmm. oncle qui, pendant des décennies, a voté Georges Marchais, après la mort de Georges Marchais. C'est ça qui est rigolo. Donc, il avait gardé des bulletins de vote et il votait Georges Marchais à tous les. Il continuait à participer à ça. Vous voyez. Et Hmm. ce faisant, il alimentait la statistique des personnes ayant pris part au vote. Renoncer, c'est ne plus prendre part au vote. Alors, on n'y donne pas forcément ce sens. On peut dire tout simplement, ça ne me concerne pas, ça ne me regarde pas, de toute façon, ils sont tous pourris, en plus, il faisait beau, puis j'avais envie d'aller à la pêche, et puis de toute façon, ça ne changera rien pour moi, et puis ça se passe dans des endroits où j'ai peur d'aller, et puis il faut montrer ses papiers, j'aime pas. Enfin, il y a des tas de raisons pour ne pas participer. Mais ne pas participer, c'est ne pas justifier par sa présence le mode de fonctionnement. Je voudrais vraiment séparer les deux. Se résigner, c'est agir en obéissant à. Renoncer, c'est un type d'action assez particulier qui consiste à ne plus agir. Voilà, c'est d'abord ne plus agir. Et Se résigner, c'est agir malgré soi. tu penses que pour les élections, il y a un seuil à partir duquel on arriverait à embêter le système en ayant tant de renoncements que le système électif ne prenne plus sens? Ou est-ce que le système n'arrive pas à dire toujours ah, mais regardez, on a été élu, peu importe le nombre de gens qui n'ont pas voté, ils n'ont pas participé en tant que citoyens. Et du coup, Je vais ils vraiment, pensent. je vais vraiment prendre une position la plus neutre et scientifique possible. Je ne connais pas de chiffres comme ça qui pourraient à l'emporte-pièce dire à partir de tant de pourcentage, on aurait telle réaction. Mais je pense qu'il y a deux façons d'aborder le problème qui correspondent à deux manières de considérer le système. Si par système, on entend une clique de technocrates, d'affairistes, d'opportunistes et de gens divers et variés qui forment la classe politique actuelle, alors il n'y a pas de seuil. Il n'y a pas de seuil en ce sens que ils sont un peu gênés par le fait de ne pas être légitimés par des plébiscites. Mais cependant, on voit bien que élection après élection, la participation baisse et que ça ne semble pas les gêner. Et par ailleurs, on a affaire à une bonne partie de la classe politique qui pense mieux savoir que le peuple. Il me semble que, et ce dans deux traditions différentes. La tradition libérale aujourd'hui, ultralibérale, néolibérale, ordolibérale, mais surtout l'ultra et l'ordolibéral. Par exemple, les macronistes, qui considèrent que, dans le fond, ils savent mieux que la population. La démocratie est dangereuse parce qu'elle peut prendre des mauvaises décisions économiques, irrationnelles, et elle peut même s'abolir elle-même. Donc, il faut se méfier de la démocratie. Et dans le fond, si la décision est légitime, c'est pas parce qu'elle représente la démocratie, une décision démocratique. La décision est légitime parce qu'elle est prise par des experts qui sont allés dans les mêmes grandes écoles qu'eux, etc., etc. Donc, de ce point de vue, ils s'en foutent. L'autre manière de s'en foutre, c'est de dire ce que le peuple attend, c'est pas d'avoir la parole, ce que le peuple attend, c'est d'avoir un grand représentant qui incarne la totalité du peuple. Donc, c'est plutôt une vision fasciste, totalitaire, dans la grande culture de la fusion dans le parti et dans le chef. Dans un cas comme dans l'autre, le fait d'avoir un outil démocratique fonctionnel n'a pas d'importance. Bon, mais si on décale le regard et que le système, c'est la façon dont le peuple français sur le territoire français s'est doté d'un outil politique pour réguler les conflits et exister
en tant que peuple politique, et par ailleurs trancher, toujours dans le conflit, mais dans un conflit politique, l'attribution des richesses et l'attribution des biens, alors, et des statuts, pardon, ben là, on voit bien que le système devient complètement déconnant, parce que le résultat des élections n'est plus du tout représentatif des conflits réels qui existent dans la société. Mm. C'est pas du tout pour faire de la promotion, parce que j'en ai déjà parlé avec d'autres amis sur le Discord, mais je participe à une consultation populaire qui est en train de se répandre un petit peu dans toute la France, mais qui a commencé en Hautes-Alpes. Et j'ai analysé les résultats des Hautes-Alpes. Alors, c'est une consultation qui consiste à aller voir n'importe qui dans la rue et à lui poser 3 questions. Comment ça va? Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire ou qu'est-ce que vous faites déjà pour changer les choses? Et ce qui est marquant dans les résultats, la première chose qui est marquante, c'est que ce que remonte cette population-là, qui est assez représentative de la population française, ce que remonte cette population-là ne correspond absolument pas du tout, du tout, du tout à l'opinion des Français telle qu'on peut la voir dans les médias. C'est d'autres thèmes, d'autres manières de parler, tout est différent. On a l'impression d'être dans un autre pays. Il y a moins d'1% des gens qui expriment des opinions racistes, par exemple. Les thématiques écolo sont hyper centrées sur le plastique. Il y a une corrélation immédiate entre le niveau d'angoisse des gens pour qui ça va bien et leur militantisme. Enfin bref, on a une population qui apparaît sous un jour complètement différent, extrêmement au fait des enjeux environnementaux, mais avec des préoccupations très différentes selon comment dire, le comment ça va, la réponse au comment ça va. Mm. Et donc, il y aurait une reclassification des préoccupations sociales à faire à partir de tout ce peuple-là. Voilà, comme de la même manière que quand les Gilets jaunes ont commencé à former programme politique et socle de revendication, ils sont arrivés avec quelque chose qui n'était porté par aucun parti. Parce Ah ouais. qu'effectivement, aucun parti ne s'était saisi de ces enjeux-là. Et aucun des partis à l'époque, peut-être que ça a un peu changé, s'était par exemple emparé de l'enjeu social et moral de recréer de la démocratie directe, c'est-à-dire de redonner à chacun un accès à la dignité de citoyen. Et en parlant de gilets jaunes, est-ce que Hum. la désobéissance civique ou même la casse qu'on pourrait assimiler à du terrorisme, est-ce que tu la classes à côté de la résignation et du renoncement ou est-ce que tu l'inclus dans ces deux catégories? Alors, je l'exclus totalement. Hmm. Pour moi, je l'exclus totalement. Euh, une désobéissance civique, pardon, peut être le fruit d'un renoncement, et suite à un renoncement, on a décidé à l'échelle collective ou individuelle de produire telle ou telle action. Mais je séparerai les choses. Pour moi, ce qui est important de comprendre dans le geste de renoncement, c'est le geste d'un agent qui cesse de fonctionner. Vous voyez, pour ceux les ancêtres là, qui ont vu Matrix, ça serait littéralement des agents qui, au lieu de se rebeller contre le système, ou etc., simplement cesseraient de fonctionner en tant que producteurs d'électricité pour la Matrix. C'est simplement ça. Cesser de participer. Et c'est cette action-là politique, moi, qui m'intéresse, parce que je pense que beaucoup de gens qui entrent dans le renoncement, d'une certaine manière, que ce soit consciente, intuitive ou complètement inconsciente, euh, vous m'entendez encore? Ouais, on t'entend, ouais. Ouais. Oui, parce Sans que souci. Zoom m'a envoyé un message, donc j'ai eu peur. Ouais, j'ai vu le mail. Euh, donc, que toutes ces personnes-là, finalement, euh, ont quelque chose comme une conscience de la puissance qui peut être trouvée dans ce geste-là, dans le geste de la renonciation. Vous savez, si vous tapez renoncement, philo, par exemple, vous allez trouver plein de philosophies qui participent du renoncement. Par ailleurs, il y a des figures de la sacralité qui vont avec le renoncement. Qu'est-ce que c'est que la vie érémitique? La vie d'un ermite, c'est littéralement quelqu'un qui va renoncer à un certain nombre de choses qui lui étaient plaisantes, qui lui étaient bonnes, qui lui étaient agréables, pour s'élever. Et c'est un geste puissant. La vie monacale, c'est du point de vue extérieur des gens qui s'enferment pour vivre entre eux. Du point de vue Hmm. extérieur, c'est des gens qui se purifient
pour avoir une action puissante sur le monde et sur eux-mêmes. Mm. Donc, il me semble que on a trop oublié la singularité de ce geste-là. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur ce que j'ai écrit dans un truc. Voilà. Donc, moi, ce que je voulais vous dire, dans le fond, c'est qu'on parle beaucoup de résignation et de renoncement dans les médias aujourd'hui. Tout à l'heure, je vous parlerai de mode de posture dans l'espace public, de gens qui renoncent à des droits, de gens qui renoncent à des soins, de gens voilà, par exemple, qui renoncent au vote aussi, et qui, se faisant, se placent dans une position particulière, et j'essaierai de détailler laquelle. De la même manière, je vous parlerai de gens qui se résignent à quelque chose, des gens que j'interviewe, des gens que je vais voir dans mes études, et là, vous verrez que c'est une toute autre puissance, hein, ou impuissance, une toute autre souffrance, une toute autre humeur qui se manifeste. Mais voilà, ce que je voudrais vous dire, c'est que, dans le fond, aujourd'hui, on parle beaucoup de ces thèmes-là, ou alors on va parler de crise de la fabrique du consentement, ou de la difficulté de la Mm. fabrique du consentement, etc. Parce qu'on est dans une situation particulière. Moi, il me semble que aujourd'hui, on est dans une situation politique dans laquelle il y a de plus en plus de mécontentement, de gens qui sont mécontents, qui ont des griefs contre l'organisation politique de la société française, et en même temps, de moins en moins de capacité collective à agir. C'est-à-dire qu'on a des minorités agissantes dans leur coin, dans leur couloir, que ce soit les gilets jaunes, les soignants, les enseignants, les magistrats, les personnels des EHPAD, les sages-femmes, les agriculteurs, les militants écologistes, les militants antispécistes, les pompiers, les sans-papiers, les victimes de violences policières, les policiers, les habitants des ZAD. Vous avez une liste infinie de micro-mouvements, pour certains qui laissent le peuple indifférent, pour certains qui déclenchent les sentiments d'hostilité majoritaires, pour d'autres enfin qui rencontrent un vaste sentiment de soutien, ce qui a été le cas des Gilets jaunes. Mm. Parce que d'une certaine manière, ça faisait signe vers un bien commun. Mais même dans ce cas, ce soutien ne se traduit pas par une participation de la masse aux protestations. Donc on est dans une situation où il y a du mécontentement qui monte et une protestation, une participation à la protestation qui s'affaiblit, avec des canaux habituels du mode de régulation des conflits qui baissent. On voit par exemple que, je vous donnerai des liens vers les travaux de Sophie Bayrou qui a travaillé là-dessus, on fait de moins en moins grève et on manifeste. Et on manifeste de moins en moins de la même manière, c'est de moins en moins des grands défilés, de plus en plus des petites actions, etc. Donc, vous voyez qu'il y a une espèce de crise de la protestation et une crise de la manière dont le pouvoir de la Ve République avait ritualisé la contestation en cédant un certain nombre de choses régulièrement lors de grandes manifestations et en respectant globalement une espèce de contrat social autour du droit à la foule de se constituer comme, non pas constituant, mais au moins comme source de renouvellement du droit. On est aujourd'hui face à quelque chose comme réellement un rapport de force qui pousse un grand nombre de personnes soit à se radicaliser, soit à renoncer complètement au mode de régulation des conflits. Bon, alors, Est-ce que tu peux commenter juste l'aspect répression sur le renoncement et la résignation? Est-ce que c'est ce qui permet de continuer à faire tenir le système pour toi Moi, je suis toujours surpris que le gouvernement, malgré ces manifestations, ces gens qui renoncent, ces gens qui s'expriment, ça continue de tenir. Est-ce que c'est le rôle principal de la répression ou comment tu le positionnes par rapport à ce renoncement de manière très distincte, face aux personnes qui se résignent, le pouvoir n'a aucun problème. Face aux personnes qui renoncent, le pouvoir a un problème de court terme et un problème de long terme. Alors, je m'explique. Face aux personnes qui se résignent, le pouvoir n'a aucun problème. Il suffit qu'il invente que, par exemple, les mesures qu'il a prises sont acceptables puisqu'il n'y a pas eu d'opposition et puisque les personnes vont voter pour Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen. Voilà. Dès lors qu'on a cette double résignation, je me résigne à aller au travail quand même, malgré les conditions qui me sont faites. Je me résigne à accepter ma condition de retraité, malgré ce qui est changé et le pacte qui a été rompu. Je me résigne à accepter qu'on bouleverse l'assurance chômage. Je me résigne à accepter que EDF soit bouleversé, etc. Ça veut dire que je continue à fonctionner dans le système qui m'est proposé. Je suis disposé à obéir. Voilà, je m'abandonne au pouvoir.
Donc évidemment, naturellement, le pouvoir en est ravi. Et là, je ne fais pas des métaphores, hein. Si vous allez lire la définition du mot résignation dans, dans le Littré, le dictionnaire étymologique, vous verrez que cette action, elle est d'abord juridique, mais c'est aussi vraiment la soumission à la volonté de Dieu. Dans résignation, il y a soumission, il y a obéissance. Bon, donc le pouvoir est naturellement très content. En ce qui concerne Emmanuel Macron, il me semble que la résignation est son principal capital politique. Mm. Et écoutez bien ce que je vous dis, c'est-à-dire que c'est vraiment, il compte là-dessus pour que la population française soit en bon ordre de marche pour faire barrage à Marine Le Pen au deuxième tour. Voilà, c'est ça, c'est là-dessus qu'il mise. Euh, en ce qui concerne le renoncement, là-dessus, il prend deux risques. D'abord, un risque immédiat, qui est la délégitimation du processus électoral, le fait d'être de plus en plus loin de sa population. Et puis, le deuxième risque, c'est à terme ne plus du tout être capable de comprendre et de lire la société. Voilà, parce qu'il y a un refus de participation. Fondamentalement, le renoncement en politique, c'est ça, c'est refuser de participer. C'est refuser la dignité de participant parce qu'on trouve que maintenant cette fonction est indigne. Donc c'est vraiment renoncer à quelque chose. Et c'est renoncer à quelque chose, non pas pour Dieu ou pour le pouvoir, mais en fonction de soi. Le renoncement, Mm. c'est, à ce moment-là, je suis trop contre moi-même. Je ne peux plus accepter d'être à ce point contre moi-même. Bon. Euh, alors Est-ce là-dessus, que tu penses que le gouvernement il maintient l'illusion alors qu'il est en train de chuter, ou est-ce que tu penses qu'en fait, lui, il gère bien en fait ce renoncement, cette résignation, il s'en sort plutôt bien et il arrivera à continuer à poursuivre ce qu'il fait comme ça pendant 10 ans encore? je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne suis pas devin. La seule chose que je peux dire, c'est que de toute évidence, le pays lui échappe. De ce que j'en vois à travers mes entretiens, que ce soit sur le système de santé, dans les logements sociaux, dans la consultation citoyenne et populaire, il est devenu totalement incapable de contrôler, comment dire, enfin même il a désinvesti, d'ailleurs ça n'intéresse pas, ce que pense sa population, ce qu'elle ressent, la façon dont elle fait Mm. pays aujourd'hui par un très haut niveau de similarité, mais un très très faible niveau d'amour. Bon. Donc je peux vous dire qu'il est en train de perdre la main. C'est tout ce que je peux vous dire. À quel moment ça se retournera contre lui, c'est difficile à dire. Euh, ce qui est intéressant de voir, c'est comment les contre-cultures, les contre-pouvoirs réellement radicaux, c'est-à-dire les modes d'organisation coopérative, les modes d'organisation associationniste, les modes d'organisation qui font le pari de se construire en dehors du pouvoir, à côté, totalement à côté, surtout pas en confrontation, mais à côté, dans les marges, se développent extrêmement vite. Mm. C'est ce qu'on peut en dire. Est-ce qu'elle constitue néanmoins un contre-pouvoir? Je ne crois pas. Quand je parle de ça, je ne parle pas des ZAD, hein, qui sont très sympathiques, mais qui sont un échelon, même s'il est très médiatisé, infinitésimal. Je parle des réseaux d'AMAP, de circuits courts, des choses qui peuvent paraître triviales et qui pourtant se construisent, elles, pour le coup, complètement à côté, dans des logiques qui sont complètement à côté, qui ne demandent en aucun cas au pouvoir de se justifier. Et de ce point de vue-là, je ne sais pas, je pense qu'une coopérative comme Cocopelli a presque plus Mm. de, d'influence sur le pays réel, parce que le pays réel, il est, si vous le traversez à pied, il est beaucoup plus détruit par l'agriculture extensive et intensive par exemple, très très localement sur tel ou tel projet de ceci ou de cela sur lequel il est bon et il est nécessaire de construire une zone à défendre. Donc, enfin là, je m'embrouille un petit peu. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que il me semble que le pays d'après est déjà en train de naître, qu'il naît relativement vite, que le pouvoir actuel euh, compte sur la résignation et a affaire à beaucoup de renoncements. À quel moment est-ce qu'on va avoir une inversion de choses? Je ne sais pas. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que ce pouvoir-là ne fait pas ce calcul. Il ne fait pas ce calcul. Moi, j'ai travaillé de manière indépendante, hein, mais pour des clients qui ont été le ministère de l'Éducation nationale ou le ministère de l'Économie ou des projets européens sur la santé à assez haut niveau. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont incapables de penser dans ces termes-là.
Ok, Quand ouais. on doit savoir, quand on doit faire du citizen engagement, quand on doit s'assurer que la société civile participe bien au projet, quand on doit... j'ai vu passer, tu es un infiltré. Non, je suis pas un infiltré. J'avais besoin de rembourser mon emprunt que j'ai pris pour acheter des murs, un logement, et ça m'a tellement défoncé la tête que j'ai arrêté très vite parce que vivre dans le tube, là, parce que c'est des gens qui vivent en permanence dans le Thalys, le TGV, l'avion, l'aéroport, la business center qui est dans l'aéroport. Enfin, vous imaginez, peut-être vous imaginez d'ailleurs, mais pas à quel point ils sont réellement totalement étrangers à la vie réelle partagée par leurs concitoyens. Ils se connaissent plus qu'entre eux. Pour revenir à ce que j'étais en train de dire, ces gens-là pensent en termes d'acceptabilité. Et l'opposé de acceptabilité, ça n'est pas inacceptable. C'est un faible niveau d'acceptabilité. Vous comprenez? On n'oppose jamais l'acceptable à l'inacceptable. L'inacceptable, c'est ce qui définit le renoncement. Je renonce quand ça devient inacceptable. Je me résigne, c'est-à-dire je finis quand même par obéir lorsque je suis au dernier degré de moi-même et que je vais quand même obéir. Je pourrais prendre d'autres exemples, hein, d'ailleurs on va le faire maintenant, mais pour les distinguer, mais par exemple dans un travail, je peux renoncer à mon emploi, je me résigne à faire les tâches qui me sont données. C'est le contraire. Un être qui se résigne, c'est quelqu'un qui continue à travailler dans des situations atroces. Quelqu'un qui renonce, ben, c'est quelqu'un qui s'éloigne du travail. Alors évidemment, vous pourriez me dire, on peut utiliser les termes d'une autre manière. Il me semble que ça n'est, enfin, en tout cas, que c'est intéressant dans le cadre de cette distinction de bien poser cette séparation. Voilà. Alors, je vais vous donner des exemples de résignation qui vous sont peut-être familiers. Par exemple, quand vous interviewez des personnes en EHPAD, ou si vous allez voir, vous allez visiter vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, peut-être, ben, voilà, vous aurez l'occasion de parler à d'autres personnes âgées dans l'EHPAD, ou alors voir des entrées en EHPAD. Et là, vous allez voir que très souvent, la personne âgée est dans une situation de résignation. Ce n'est pas le renoncement, c'est la résignation. Elle n'a pas envie d'y aller. Elle n'a pas envie d'y aller et elle y va quand même. Pourquoi elle ne veut pas y aller? Elle ne veut pas y aller parce que avant, elle était avec son chat dans sa maison, où elle avait tous ses repères. Elle avait deux, trois personnes qui passaient de temps en temps pour l'aider, puis ça lui suffisait bien. Bon, d'accord, des fois, elle se perdait dans le quartier, mais les gens la connaissaient, on la ramenait. Elle se sentait digne, elle était dans sa maison. Dans sa maison, il y avait des meubles qui n'étaient pas adaptés, mais qui étaient des meubles qui lui rappelaient sa famille. Et puis c'était pas un appartement de vieux, ça demeurait un appartement digne, etc. Et puis là, on lui dit, il faut aller, c'est sa famille, fait pression sur elle, et lui dit, tu vas aller en EHPAD, c'est plus possible, mamie, c'est plus possible, papy, il faut aller en EHPAD, il faut aller en EHPAD, il faut aller en EHPAD. On peut plus. On peut plus. C'est vraiment le modèle typique, hein, ce que je vous raconte là. Et Bon. donc ici, la résignation, ça dépend vraiment aussi, ça implique d'avoir de la dépendance aux autres, c'est ça? Ou Mais en fait, que tu c'est mentionnes l'âge, mais exactement, en même temps. c'est un certain niveau de dépendance, et surtout, c'est qu'on est acculé à l'obéissance. La personne, au bout d'un moment, n'a plus le choix que d'obéir. Voilà. Et effectivement, elle se retrouve dans des situations qu'elle sait relativement atroces. D'abord parce qu'elle sera plus chez elle, elle aura plus ses animaux, elle aura plus les mêmes visites, elle sera avec des gens qu'elle connaît pas, elle sera souvent mise sous camisole chimique, on va la mettre en couche rapidement parce que c'est trop cher de payer quelqu'un à l'accompagner aux toilettes, on va réduire ses libertés à l'extrême, rapidement lui interdire de sortir. Bon, c'est pas drôle, mais on s'y résigne parce que voilà, on abandonne à la communauté une image de soi comme on était avant, et puis maintenant on se sort de la communauté des siens pour rentrer dans ce destin-là, qui est un destin vraiment, vraiment véritablement d'abandon de soi. Mm. Alors, je vous donne un exemple beaucoup moins malheureux et qui a été très quotidien pour nous. Pour toutes celles et ceux d'entre nous qui ont identifié à quel point le régime d'auto-attestation pendant le confinement était absurde. Complètement. Alors, moi, je l'ai identifié comme absurde, ça c'était une chose, mais aussi et surtout, je l'ai identifié comme extrêmement nocif, empoisonné. Pourquoi est-ce qu'il était Infantilisant empoisonné? aussi, D'ailleurs, non? ça s'est révélé par la suite être une espèce de tentative quasiment
sciences cognitives pour dresser la population française. En tout cas, j'ai lu que c'était un cabinet de conseil qui avait dit à Macron de faire ça parce que c'était placer les gens dans une position, etc. Moi, ce que je vois, c'est tout simplement la disparition du témoin. Si vous témoignez pour vous-même, vous n'avez plus besoin de témoins. Or, qu'est-ce que c'est qu'une relation sociale? Comment est-ce qu'on fait nœud? Comment est-ce qu'on fait corps solide? Comment est-ce qu'on fait corps solidaire entre nous? En étant témoins les uns des autres. Le témoignage, c'est la base de l'alliance. Donc, ils ont décidé d'abolir le témoin, d'abolir la réciprocité, d'abolir l'altérité dans la relation. Je suis capable de rendre moi-même des comptes au pouvoir, tout en étant finalement découragé, tout simplement, de tisser des relations avec mon voisin, de confiance. Vous voyez? Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on fait quand on signe cette auto-attestation? Littéralement, ça, c'est un acte quotidien de résignation. On se résigne à le faire. Voilà. Donc, on obéit malgré soi. Malgré toutes ces réticences, on se résigne à obéir. En fonction de quoi? Si on le fait bien, alors le pouvoir pourra dire c'est une mesure acceptable. Elle est acceptable puisqu'elle est acceptée. Vous voyez? On n'est pas du tout rentré dans une discussion entre ce qui est acceptable et ce qui est inacceptable. Je fais passer ce message pour celles et ceux qui peut-être font un peu de sciences sociales. Si on vous fait faire des études d'acceptabilité, n'oubliez jamais de poser la question aux personnes que vous interviewez de ce qui est inacceptable. En fait, ça ne veut rien dire acceptable. Ça veut dire, est-ce que si on vous accule, vous êtes prêt à vous résigner à? Et dans quelles conditions on va maximiser l'acceptabilité? D'accord? Acceptable ne prend son sens que si on l'oppose à inacceptable. Et dès lors, on demande au sujet de se positionner. Et dans le cas de ces attestations, est-ce que tu aurais vu, toi, une stratégie qui permet de ne pas accepter, justement? Parce que quand on est noyé dans cette masse, et avec cette répression, évidemment, hein, au début, ils avaient mis 50 € d'amende, puis ils ont monté à 500 € et 2000 €, quelque chose comme ça, si tu récidives. Quelles sont les stratégies qu'on aurait pu mettre en place en tant que citoyen pour éviter ça? Est-ce que toi, tu as un point d'action là-dessus ou... Ben, il me semble que la réponse est dans ta question. En fait, quand on fait appel à des agents biologiques dans le cadre d'une biopolitique, et on leur dit faites ainsi, 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 ne tissez entre vous aucune relation sociale. On n'agit pas contre le virus en renforçant les solidarités, on renforce le virus en transformant chacun en agent rationnel d'une stratégie globale et technique. On ne s'adresse pas aux citoyens, on s'adresse aux agents économiques, techniques et biologiques qui sont présents. Et la situation qui s'oppose à ça, c'est faire corps politique et débattre pour savoir quelles règles on veut entre nous. Par exemple, est-ce qu'on veut ou pas mourir? Est-ce qu'on veut ou pas sacrifier l'activité économique pour que des personnes âgées survivent? Est-ce que une bonne vie courte, c'est pas mieux qu'une longue vie malade? Est-ce que la solidarité n'est pas une bien meilleure solution que la technique et la science pour répondre à une situation de pandémie? Est-ce que, en dehors je sais pas, après une trêve médiatique, il faudrait imposer une trêve médiatique assez longue, on ne pourrait pas débattre relativement lentement et à l'échelle de chaque quartier des stratégies à établir? Quel est le bon niveau de souveraineté sur ces thèmes-là? Est-ce qu'on empêche de circuler les bien portants ou est-ce qu'on empêche de circuler les malades? Enfin, et je vous dis ça, moi, c'est tout bête, hein, pour l'instant, les pays qui s'en sortent le mieux, Singapour, la Corée du Sud, etc., n'ont pas mis en place de confinement. C'est ce qui pourrait laisser à penser, même à une raison scientifique obtue, comme la mienne, par exemple, que bah, dans le fond, c'était une meilleure stratégie. Or, en fait, ils n'ont pas suscité, mobilisé le corps politique, le corps social français comme corps politique pour répondre à ces questions-là. Ils ont mobilisé un ensemble biopolitique, une masse de viande dont chaque individu avait la charge pour respecter un protocole sanitaire. Point. Voilà. Donc, la meilleure stratégie, c'était de se rassembler en corps politiques locaux d'abord et nationaux le plus vite possible pour faire advenir un débat politique sur qu'est-ce qu'on veut faire de nos vies. Si vous voulez, il y a des négociations sur ce sujet en permanence.
c'est par exemple la négociation sur les 80 km/h. Pourquoi? Parce que dès qu'on construit une route, on sait qu'on produit des morts. Dès qu'on construit une bretelle d'autoroute, on sait qu'on produit des morts. Dès qu'on modifie la vitesse sur telle ou telle voie de circulation, on sait qu'on modifie le nombre de morts. Pourquoi pause? On va faire une pause musicale dans 1 minute Ah pour les bah, raisons du quand vous stream. voulez, moi je suis prêt. Et Je suis prêt. on a notre ami Rodpi, qui est un musicien réfractaire qui nous a écrit et enregistré une chanson sur la résignation pour l'occasion, Eh ben, pour l'événement. Euh, on va pas tarder, on la fera d'ici quelques minutes, cette pause. Donc, tu peux finir ton propos et puis Mose nous donnera le signal. Il n'y a pas de je vais souci. essayer de finir avec la résignation, et puis on passera à des exemples de renoncement juste après. Donc, je vous donne deux exemples. Vraiment, je vous ai parlé tout à l'heure de se résigner à tel ou tel emploi, malgré qu'il nous détruise au dernier degré, et jusqu'à aller au burn-out. Bon, ou à la dépression, pour parler français. Euh, on se résigne sur des choses beaucoup plus quotidiennes. Par exemple, pour peu qu'on soit un peu écolo, il arrive de se résigner à utiliser les services d'Amazon. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est lorsque j'ai l'impression que je ne peux pas faire autrement que d'obéir à une injonction extérieure. Vous voyez, ça peut être léger, ça peut être extrêmement grave, mais c'est vraiment une posture dans laquelle on obéit. Et à ce moment-là, il faut prendre l'habitude de ne pas parler d'acceptabilité ou de comportement majoritaire, ou etc., mais bien regarder que la personne obéit malgré elle, malgré ce qu'elle est. Voilà. Et il me semble que c'est vraiment la figure de. Voilà, combien d'agriculteurs j'ai rencontrés qui, au bout de quelques discussions un peu agressives où ils me disent mais vous ne me prenez pas un empoisonneur, etc., finissent par évidemment me dire qu'ils ont une pleine conscience de la dévastation qu'ils sont en train de faire. Ils se résignent à le faire. Ils se résignent à le faire. Un autre exemple, c'est. Alors, ça, c'est quand je travaillais sur les lycées pro. Et les causes de décrochage scolaire dans les lycées pro, c'est le nombre d'étudiants, de jeunes élèves qui se résignent à aller en cours, euh, alors que c'est leur 9e ou 10e choix, ou c'est pas du tout un choix, qu'on les a envoyés très loin de chez eux faire une formation auquel ils n'avaient absolument aucun intérêt. Complètement, Et ouais. il faut qu'ils y aillent. Et là, typiquement, on a affaire à des élèves résignés. Pas parce qu'ils ont une mauvaise estime d'eux-mêmes, pas parce que ceci, cela. Non, tout simplement parce qu'ils se contraignent à obéir à quelque chose qui les nie en tant qu'être. Donc, ils veulent bien être là de corps, mais la totalité de leur âme est partie. Voilà. Euh, je dirais que le dernier exemple, c'est qu'on opposera tout à l'heure à la figure du renoncement. Euh, c'est on se résigne à subir des ordres et des règlements que l'on est incapable de comprendre. Voilà. Mm. Se résigner à subir des ordres et des règlements dont on est incapable de comprendre la logique. Donc, Voilà. l'absurdité aide le gouvernement à notre résignation. Voilà, exactement. C'est obéir sans comprendre et en assumant qu'on n'est pas capable de comprendre. Renoncer à comprendre, c'est se retirer de la compréhension. C'est dire, j'ai pas à comprendre ça. C'est pas pour moi. C'est pas à moi que ça s'adresse. Il n'est pas de mon devoir de comprendre. Bref, au lieu d'être asservi par une règle incompréhensible à laquelle on obéit, on devient l'utilisateur opportuniste ou le non-utilisateur d'une gabegie bordélique. Et c'est une vision du monde complètement différente, vous voyez. Dans un cas, je porte ma croix, je dis ouais, je suis obligé de faire ça, mais je ne comprends pas. Dans ma ferme, on reçoit des nouveaux règlements européens, je ne les comprends pas. Mais voilà, parce que je ne peux pas, puis c'est pas fait. Voilà. Et puis l'autre Mm. consiste à dire, en fait, je m'en fous de comprendre. Puis c'est pas moi qui suis mal formé, c'est les règlements qui sont débiles. Et si je peux tirer mon épingle du jeu, ben, je le fais. Puis si je le fais pas, je le fais pas. Ça ne s'adresse pas à moi. Je renonce à être sujet de ce droit-là. Voilà. Et ben, ça fait une très bonne transition sur le renoncement. Passons à la chanson sur la résignation et hop, après, renoncement. Parfait, ben on va faire ça. Vous êtes sur le Discord du Canard réfractaire et vous écoutez l'anthropologue Alexandre Duclos qui nous parle de résignation et de renoncement. Et on va pas tarder à passer à une chanson sur la résignation faite par notre ami réfractaire Roadpie. Roadpie a une page YouTube, donc n'hésitez pas à aller la visiter et à le soutenir si vous pouvez. Vous savez que les musiciens en ce moment, c'est quelque chose de pas facile. J'espère qu'ils ne sont pas tous en train de se résigner, parce que ça fait presque 1 an qu'ils ne peuvent pas jouer. Mais donc,
on le remercie vraiment parce qu'il a pris son temps et il nous a écrit une super chanson. On va pas tarder à la passer dès que Mose nous fera signe. Ça nous permettra de faire une petite pause de 5 minutes, de réfléchir à la suite et aussi de prendre les questions qui n'ont pas été prises. Et puis, on pourra ensuite aborder toutes les questions du public et aller encore plus dans la profondeur de ta logique, Alexandre, et de ce que tu nous expliques. On va passer à la musique. Musique maestro, c'est quand tu veux, Mose, si tu peux y aller. Parfait. Donc là, on ne nous entend plus, c'est ça? Ne parlez plus lutte sociale à Robert, il n'en a plus rien à faire. Ne parlez plus de la grève à René, c'est trop tard, il est résigné. Ne parlez plus de manif à Gertrude, pour elle l'histoire en montée au post-lude. Il n'y a que la camionnette CGT qui chante « Soyons motivés ». Ne parlez plus de gilets jaunes à Chantal, elle se retape à l'hôpital. Ne parlez plus de grands soirs à Lisa, elle préfère les soirées pizza. Quant à la désobéissance civile, ne comptez plus sur Théophile. Elles ont remplacé le goût de la fête par celui de la défaite. Elles ont remplacé le goût de la fête par celui de la défaite. Ne parlez plus lutte sociale à Robert, il n'en a plus rien à faire. Cela fait 30 ans qu'il part à la guerre, cela fait 30 ans qu'il perd. Il a bloqué des raffineries, des magasins, des industries. Il aimerait bien profiter de la vie avant qu'il ne la perde aussi. Ne parlez plus de la grève à René, c'est trop tard, il est résigné. Le salaire gelé depuis des années, c'est pas pour ça qu'il a signé. La caisse de solidarité, pleine de centimes de charité, ne suffira jamais à compenser le vide du garde-manger. Ne parlez plus de manif à Gertrude, pour elle l'histoire en est au post-lude. Traverser la cité du nord au sud, et sous toutes les longitudes, en criant dans le mégaphone unité. Là y'a mal donne, les syndics concurrents s'envoient des scuds, chacun retourne à sa solitude. Les syndics concurrents s'envoient des scuds, chacun retourne à sa solitude. Ne parlez plus de lutte sociale à Robert, il n'en a plus rien à faire. Ne parlez plus de la grève à René, c'est trop tard, il est résigné. Ne parlez plus de manif à Gertrude, pour elle l'histoire en est au post-lude. Il n'y a que la camionnette CGT qui chante soyons motivés, motivés. Ne parlez plus de gilets jaunes à Chantal, elle se repose à l'hôpital. Ne parlez plus de grands soirs à Lisa, elle préfère les soirées pizza. Quant à la désobéissance civile, ne comptez plus sur Théophile. Elles ont remplacé le goût de la fête par celui de la défaite. Elles ont remplacé le goût de la fête par celui de la défaite. Ne parlez plus de gilets jaunes à Chantal, elle se retape à l'hôpital. La mâchoire déglinguée par une flashballe, merci la police nationale. Quand elle sera bien reposée, pas sûr qu'elle se sente apaisée, car elle vivra bientôt le procès sur le banc des accusés. Car elle vivra bientôt le procès sur le banc des accusés. Ne parlez plus du grand soir à Lisa, elle préfère les soirées pizza. Même avec un retard de livraison, la pizza arrive pour de bon. Elle a vécu les nuits debout, elle avait tenu jusqu'au bout. Mais la convergence des luttes est un mythe, Lisa ne croit plus quand c'est frites. Mais la convergence des luttes est un mythe, Lisa ne croit plus quand c'est frites. Quant à la désobéissance civile, ne comptez plus sur Théophile. Il a protégé des terres fertiles contre des projets inutiles. Mais à trop tirer sur la corde, on l'utilise pour se pendre. Quand le fleuve du désespoir déborde, le burn-out ne se fait plus attendre. Quand le fleuve du désespoir déborde. Buntar! Buntar le bâtard, comment ça va? Une fin joyeuse. Une fin joyeuse. Vous me demandez de faire une chanson sur la résignation et après vous me demandez, avec le Discord là, de faire une fin joyeuse à une chanson sur la résignation. Pas de contradiction, pas de... Bon. J'essaie, je promets rien, j'essaie. Fin joyeuse. Fin joyeuse, non mais sans déconner quoi. C'est les accords de l'hexagone, qu'est-ce que vous voulez faire un truc joyeux avec les accords de l'hexagone? Ne parlez plus de lutte sociale à Rémi, parlez-lui de Free Party. Ne parlez plus de la grève à Carole, parlez-lui de rock'n'roll. Si le sexe et la drogue sont en option, ça attirera Fanchon. Quant à la camionnette CGT,
Y'a que la playlist a changé pour redonner de l'espoir à Damien. Décrétons l'an 01, si tout est à tous et rien n'est à soi. Plus de pauvres, plus de bourgeois, au lieu de craindre un futur déprimant. Récupérons le présent, si la lutte redevient une fête, elle amènera de nouvelles têtes. Si la lutte redevient une fête, elle amènera de nouvelles têtes. C'est majeur, c'est joyeux, non? Je sais pas. Bonsoir à tous. Vous êtes sur le Discord du Canard réfractaire et vous écoutez l'anthropologue Alexandre Duclos qui nous parle de résignation ou de renoncement. On va peut-être, avant de poursuivre, Alexandre, on va peut-être prendre les questions qu'on n'a pour l'instant pas prises pendant la discussion, juste pour Super. revenir dessus et voir ce que tu en penses. Go. Il y avait une première question de Buntar le bâtard qui demandait, et on sait qu'il y a une élection qui va venir bientôt. D'ailleurs, Macron va sans doute se représenter. Ils ont déjà passé le vote par correspondance, le vote par anticipation, qui est quelque chose qui les intéresse. La question de Buntar, c'était: que répondrais-tu à ce bel argument qu'on entend bien souvent, mais des gens sont morts pour qu'on ait le droit de vote? En gros, les gens qui nous pressurisent pour qu'on vote à tout prix, qu'est-ce que tu répondrais à cet argument? Est-ce que tu as une petite idée d'un contre-argument? Ouais, il est, à mon sens, pas très intéressant. Des gens sont morts pour tout un tas de trucs et ça ne les justifie pas. Des gens sont morts pour l'avènement du Troisième Reich en Allemagne. Des gens sont morts, des dizaines de centaines, des dizaines et des dizaines de millions de gens sont morts pour le commerce de l'opium et du thé en Chine. Des gens sont morts pour plein de trucs et c'est bon. Alors, ces espèces de grands arguments bassus me paraissent complètement ineptes. Ils font pas sens, en Mais comme fait. il faut répondre quand même, C'est ça, on c'est ça le peut, souci. après ce premier argument, on peut dire autre chose. On peut dire, les gens dont vous parlez ne sont pas morts simplement pour que le droit de vote existe. Ils se sont mobilisés pour qu'il existe un état de droit, ce qui implique deux choses, contrairement aux manières dont on a l'habitude d'entendre aujourd'hui dans le débat public cette formule. Un état de droit, c'est un état dans lequel les citoyens et les citoyennes ont le droit à avoir de nouveaux droits. Ça veut dire qu'ils ont le droit de se constituer comme force mettant en doute, mettant en cause le droit actuel pour le renouveler, que ce soit à travers la jurisprudence, que ce soit à travers le Parlement, que ce soit à travers la manifestation. Bon. Et puis, ça implique par ailleurs que les citoyens soient protégés du pouvoir de l'État. Il y a un droit qui protège les citoyens de la puissance de l'État. Pardonnez-moi. Donc, au regard de ces deux fondements de ce que c'est qu'un état de droit, hein, le droit à avoir de nouveaux droits et puis le droit à être protégé de l'État, on peut dire qu'aujourd'hui, ce pourquoi les personnes ont lutté, c'est-à-dire la dignité à chacun d'être citoyen de droit plein et entier d'un état de droit, est mis en question par le système électoral. Donc, s'y opposer, ça peut aussi être absolument s'inscrire dans un héritage, parce qu'on souhaite restaurer la dignité de citoyen de chacun et chacune, qu'on souhaite restaurer quelque chose qui a été abîmé et qui, partant d'un régime politique dans lequel chacun pouvait se positionner, prendre position, être habilité à discuter des conditions de son sort, ne se retrouve plus qu'être finalement un agent économique et technique géré par un système de gouvernance qui ne donne plus finalement aucune ampleur à la démocratie représentative. Et par conséquent, ce qu'il faut répondre, c'est au contraire, j'essaye de restaurer ce que ces gens-là ont construit. Le droit de vote a été totalement dévoyé. Aujourd'hui, il ne correspond plus à un droit à avoir de nouveaux droits, mais simplement à la validation de décisions d'une technocratie ordolibérale et ultralibérale. Ce système-là n'est même plus représentatif. Et par ailleurs, rien ne m'empêche de revendiquer, dans la lignée de ceux qui m'ont précédé, l'introduction d'une démocratie à l'échelle de l'entreprise, une démocratie professionnelle, d'une forme de démocratie donc directe à l'échelle de l'entreprise, d'une démocratie directe à l'échelle locale qui soit restaurée ou créée dans de nombreux cas. Donc voilà, c'est dans le fond, vous savez, la réponse globale, c'est d'abord c'est mort, vous pisse à l'arrêt. On peut être mort de tas de causes
différente et le fait d'être mort pour une cause ne rend pas la cause digne. Et puis, par ailleurs, les morts dont vous parlez, justement, j'en suis l'héritier plein et entier et je milite pour que, effectivement, le droit de vote ait pleinement un sens. Ne se réduisent pas à un choix entre des ultralibéraux matinés d'extrême droite et des gens d'extrême droite qui sont en fait aussi ultralibéraux. En gros, à quoi ça sert de voter si vous élisez tout le temps quelqu'un qui va appliquer les mêmes politiques? En tout cas, c'est un argument qui peut se tenir. On avait aussi des gens qui ont Juste fait pour des clarifier commentaires. les choses, personnellement, Ouais. je vote au premier tour. Ok, c'est Voilà. clair pour tout le monde au moins. Voilà. On avait un commentaire dans le chat qui nous donnait en fait d'autres exemples de résignation. Il y a quelqu'un qui disait, pour l'exemple de résignation, on peut penser à Amazon, avec Oui. les gens du coup qui se résignent à acheter sur Amazon plutôt que favoriser les commerces locaux, etc. Est-ce que tu penses que c'est une résignation aussi d'accepter de commander et d'utiliser les services comme Amazon, les géants qui font disparaître toute notre économie locale? Ouais, je vais vous donner un autre exemple. Il ne faut pas appeler tout et n'importe quoi résignation. Je l'ai cité moi-même Amazon tout à l'heure, donc je suis complètement d'accord avec le commentaire. Mais c'est dans une circonstance particulière. C'est lorsque, d'une certaine manière, je m'y sens contraint. J'ai l'impression de ne pas pouvoir faire autrement que, et non pas lorsque tout simplement je le fais parce que ça me plaît. En gros, lorsque cela va à l'encontre de mes convictions les plus profondes, mais que je me sens obligé par des nécessités professionnelles ou etc. Ou géographiques d'utiliser ce service-là. C'est lorsque j'ai pleinement conscience des dégâts que ça va imposer que je peux dire alors que je me résigne et pas simplement que j'opte pour. Voilà. Pour prendre un autre exemple, si je suis allé dans un logement social dans une banlieue résidentielle ou une petite ville ayant des quartiers de lotissement, puis une fois que je suis là, j'ai trouvé du boulot à 60-70 km de chez moi. Et puis tous les jours, en rentrant, je m'arrête chez Carouf faire mes courses. On ne peut pas dire que je me résigne. Si, alors que je souhaitais construire une vie à l'échelle locale, que je comptais énormément dans l'entretien des petites relations, des liens quotidiens, de l'environnement local, etc. Je me trouve acculé à aller me loger là. Et là, je ne trouve pas d'emploi à côté. Je suis obligé d'aller loin. Et là, dans l'emploi du temps qui m'est donné, je n'ai pas d'autre choix que d'aller dans les grandes surfaces que pourtant j'aborde. Alors, on pourra dire que je me résigne à aller dans une grande surface, bien que je sache, malgré que au plus profond de moi-même, je sais que ce que je fais est, d'une certaine manière, coupable, responsable de destruction à grande échelle. Et par conséquent, non seulement je vais obéir aux injonctions sociales qui vont m'emmener à faire ça, mais en plus, je vais souffrir d'une culpabilité. Et donc, pour me débarrasser de cette culpabilité, je vais peut-être en faire plus. Vous voyez, par exemple, je cite de temps en temps une étude qui m'avait bouleversé au Québec, qui s'appelait la détresse des médecins et qui parlait de l'augmentation du nombre de suicides, de mise en disponibilité, de dépression des médecins. Et le problème était le suivant, les médecins devaient suivre des objectifs chiffrés, ce qui commence à être commun en France pour que les hôpitaux soient rentables. Et donc, en fait, régulièrement, dans la pénurie de moyens et la pression de leurs supérieurs, ils étaient obligés de, par exemple, recevoir quelqu'un en leur disant « Bon, je pense que vous avez un cancer, mais il n'y a pas d'IRM disponible. Donc, si vous voulez rester dans le public, revenez dans 6 mois et peut-être vous aurez une IRM de qualité. Si vous avez les moyens, allez dans le privé, vous serez soigné. » Et puis, on les poussait à faire du chiffre. Et leur réaction, c'était de surenchérir là-dedans. C'est-à-dire qu'ils abandonnaient totalement toute leur éthique médicale, tout ce pourquoi ils avaient fait des études, et ils se mettaient à faire du chiffre, entrer en compétition. Et là, c'est finalement un cap assez précis de résignation. Voilà. Dans le fond, ceux qui renoncent étaient ceux qui étaient en dépression, arrêtaient, se mettaient en disponibilité, ou se suicidaient. C'est-à-dire qu'on renonce à obéir à l'injonction. Ça, ce sont des figures du renoncement. La résignation, c'est quand je me rends complètement fou à travailler. Et vous voyez à faire du chiffre, à obéir à l'ordre. Et vous voyez que les deux sont liés. Parce que dans le fond, là, c'est la résignation qui mène au renoncement. Parce que je me résigne à abandonner tous mes principes et tout ce pourquoi j'ai été formé, je fais un boulot atroce. Et au bout d'un moment, je craque et j'entre dans la figure du renoncement. J'arrête de travailler, je déprime ou je me suicide. Vous voyez, et il faut bien voir dans ces trois actions-là
C'est pas trois dignités différentes, mais c'est trois modalités différentes d'un même truc qui consiste à ne plus collaborer. Le refus de la collaboration, fondamentalement, le renoncement, c'est le refus de la collaboration. Du moins, c'est ainsi que j'entends en parler aujourd'hui. Mmh. Il y Il y a a d'autres quelqu'un qui questions? demandait, est-ce qu'il y a d'autres alternatives que soit se résigner, soit renoncer dans notre société Mais actuelle? évidemment. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop limité avec ces deux termes et quelles sont ces autres alternatives? Est-ce que tu peux les citer? Alors, il y a l'enthousiasme, le désir, le refus, il y a toute une infinité de modalités. Ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'est pourquoi je parle de ces deux notions-là alors que je ne l'ai jamais fait auparavant, mais je le ferai sûrement à l'avenir, c'est de mieux comprendre et de redonner leur qualité, leur couleur, leur spécificité particulière à ce type de comportement-là. Mais bien évidemment, moi, par exemple, je dis ça parce que c'est le premier exemple que j'ai sous le nez, euh, quand je décide de m'engager dans une consultation populaire à l'échelle nationale, c'est pas du tout de la résignation, c'est pas du tout du renoncement à ceci ou à cela. Je renonce à rien, je ne me résigne à rien. Au contraire, avec un ami qui travaille dans le bois terre-paille, qui s'appelle Michel Philippot, dont on a déjà parlé la dernière fois, que je suis venu parler dans une table ronde organisée par le Canard, eh ben, on a décidé de lancer une consultation à laquelle je pouvais participer comme anthropologue en fournissant Mmh. à la fois les questions et l'analyse. Et là, c'est pur enthousiasme. C'est s'engager avec enthousiasme, c'est désirer quelque chose et foncer. C'est tout autre chose. On s'intéresse vraiment à cette posture du renoncement qui peut être un préalable. Le renoncement peut être un préalable. Par exemple, je ne peux participer à si vous voulez, auparavant, j'étais en quelque sorte un chiffonnier, c'est-à-dire quelqu'un qui collecte au passage. On m'envoyait tout le temps faire des terrains dans toute l'Europe, ou surtout d'ailleurs des réunions et comment ils appelaient ça, des trucs à la con là. Oh, j'y arrive même plus. Euh, Matchmaking sessions. Matchmaking. Euh, ouais, magnifique, des conneries comme ça. Partout, j'étais dans les aéroports en permanence. Et le reste du temps, j'essayais de faire du terrain en France au maximum. Et la nuit, j'écrivais mon bouquin sur ça, sur ce que je voyais de la France. Alors, ça s'appelle La France de travers. C'est tous les aperçus que je voyais partout de la France. Bon. J'ai renoncé aux revenus des projets européens. Ça, c'est un renoncement. Et ça me donne le temps, dans un deuxième temps, d'engager ce qui relève beaucoup plus de l'enthousiasme. Et donc, maintenant, je continue à aller partout en France à écrire le deuxième volume, parce que le premier va sortir bientôt, donc le deuxième volume de la France de traverse, mais j'ai le temps pour m'engager dans des choses enthousiasmantes, amicales, solidaires, réjouissantes, satisfaisantes, dans les choses qui relèvent du plaisir. Il faut vraiment insister là-dessus. On peut parler de renoncement lorsque ce qu'on avait auparavant et à quoi on renonce nous apportait un droit, une puissance, du plaisir, quelque chose. Si Mmh. il n'y avait rien de tout ça, alors c'est simplement un refus. On ne renonce à rien, on refuse, on ne veut pas, on se retire. Dans renoncement, il y a vraiment l'idée qu'on sacrifie une part de soi à quelque chose de en soi qui est plus grand et qui est la ligne directrice. Dans la résignation, on s'abandonne comme principe directeur de son action. Dans le renoncement, on dit je vais me corriger. Je vais me corriger. C'est un motif philosophique ancestral. Ça ressemble beaucoup au comportement des cyniques ou des stoïciens ou des épicuriens. C'est vraiment je suis la ligne directrice et pour me conformer à cette ligne directrice, je dois renoncer à un certain nombre de choses. Et je vais même faire de la philo pour m'aider à renoncer à un certain nombre de choses. Un exemple très célèbre, c'est Spinoza qui écrit très clairement, bon, ben, j'ai un problème, hein, je désire trop de pouvoir, je désire trop de sexe et je désire trop de fric. Je vais essayer de construire une philosophie qui me dévie de ces passions-là qui me sont douloureuses. Mmh. Voilà. Donc c'est vraiment quand en soi, on identifie qu'un désir qu'on a diverge totalement avec ce qu'on est centralement. C'est une façon d'être plus, finalement, alors, on est souvent dans une position de vulnérabilité, mais c'est une façon de refuser de se compromettre encore plus. On refuse la compromission à partir de tel point. Le Mais renoncement, c'est excuse-moi, clair, c'est quelque chose de positif pour toi, quoi.
ça permet de mieux réassigner son temps, ça permet de passer à d'autres choses plus productives ou plus efficaces, plus C'est pas proactives forcément dans la positif, société. mais C'est pas forcément je vais positif. dire, j'entends bien que ça résonne comme ça, mais on va dire que dans le renoncement, c'est le sujet qui s'affirme. Dans la Mhm. résignation, le sujet est objectivé, il devient un objet. C'est accepter de devenir un objet. La résignation est un processus d'objectivation. Le renoncement est un processus de subjectivation. On devient sujet. On demeure sujet grâce au renoncement. Donc, est-ce qu'on peut l'entendre ensuite de manière positive, mais c'est pas un registre que j'ai envie d'engager. Ouais. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres On a, questions ou est-ce que je reprends on a une question le de temps? Lauriel qui demandait ce serait bien de faire un résumé des échecs des luttes, gilets jaunes, écolos, syndicats, et ce qu'il faudrait inventer pour réussir, ou se réinventer de manière dite autrement. Je ne sais pas si c'est. Là, c'est pas le. Évidemment que c'est intéressant et on n'y arriverait pas ce soir. Toutefois, je ne suis pas d'accord. Je ne suis Mm. pas d'accord ni sur les luttes écolo, ni sur les luttes gilets jaunes. Euh, D'abord, il y a certaines luttes écolo qui ont triomphé et je ne crois pas que ce soit pour le bien commun. Vous voyez, Tu penses à quoi, là, des luttes qui. non, je vais préciser. Mm. Il y a des gens qui très tôt se sont inscrits dans des logiques décroissantistes, par exemple. Et ceux-là, on peut Ouais. vraiment dire qu'ils ont échoué. Il y a des gens qui très tôt se sont engagés dans une direction d'écologie politique très holistique. Et ceux-là, je pense qu'on peut dire qu'ils ont échoué. Il y a en revanche des gens qui, dès les années 70 ou dès la fondation du GIEC, se sont engagés dans une vision de l'écologie qui a totalement triomphé et qui a donné du monde une vision comme un espace clos, maîtrisable, prévisible, et dont c'était le devoir de l'humanité que d'intervenir dans cette maîtrise et cette prévisibilité. Cette vision-là a totalement triomphé, et si vous voulez, c'est elle qui fait société. En ce sens que c'est elle qui offre comme premier socle de l'action sociale, comme scène élémentaire de l'action sociale, la définition du monde, comme Mm. espace maîtrisable, prévisible, et qui dans le fond est très, très proche de la définition que donnerait la mondialisation si elle pouvait parler de ce que c'est que le monde. C'est-à-dire un espace immatériel simplement produit par des flux d'agents techniques économiques et de marchandises. Alors, ça ne vous paraît pas si proche que ça dit comme ça, mais maintenant, je peux le dire autrement. Ce sont des espaces qui sont prévisibles, maîtrisables et surtout quasiment totalement à la main de l'humain et dans lequel aucun principe d'altérité n'intervient plus. Voilà. Mm. Et par ailleurs, qui ont tendance à réclamer pour eux-mêmes l'abolition du politique. Le politique étant ce qui surgit quand il y a du monde entre nous, de la matérialité qui nous sépare et nous rassemble en même temps. Mais dès lors qu'il s'agit simplement de objectivement mieux gérer possible les paramètres définis dans l'accord de Paris, vous n'avez plus besoin de politique, vous n'avez besoin que d'expertise. Et moi, c'est tout le boulot que j'essaye de faire avec les gens qui rédigent le livret planification écologique à la FI, c'est de leur dire attendez, stop. L'accord de Paris, il n'est vivable dans une dynamique démocratique, populaire ou ce que vous voulez, que si et seulement si, dans chaque localité, dans chaque lieu où le corps social peut faire corps, peut-être l'échelle de la commune, on renégocie localement la manière dont on va atteindre ces objectifs. Et donc, ce qui est premier, c'est la négociation sur qu'est-ce qu'on va faire là, quelles sont nos caractéristiques, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et surtout dans la différence entre les lieux. Et là, on refait du politique. Ce qui est premier, ce n'est pas l'expertise et la techno-décision qui descend, c'est la manière dont on s'approprie un objectif commun à l'échelle locale. Bon. Pour Est-ce que les gilets le. jaunes, l'échec est encore moins patent. Pour moi, au contraire, alors vraiment, c'est pas une marche triomphale, mais pas loin. Je veux dire par là qu'ils ont réussi à faire quelque chose que finalement aucun mouvement politique ou très peu avait réussi auparavant, c'est faire émerger comme légitime l'idée d'une démocratie directe et d'une démocratie sociale. L'idée d'une démocratie directe à travers le RIC et avec l'idée qu'on peut le faire et qu'on peut faire des ateliers constituants, etc., en reprenant des gens qui prêchaient dans le désert depuis longtemps, je pense à Chouard ou à d'autres représentants de l'éducation populaire. Donc, c'est vraiment l'idée que chacun a la dignité de constituant. Et ça, c'était pas évident. Hein.
Parmi les gens qui veulent la 6e République, combien veulent, par exemple, que des assemblées citoyennes soient engagées là-dedans? Combien veulent que les gens qui sont tirés au sort ou ceux qui sont envoyés à l'échelle des départements puissent être, en quelque sorte, uniquement des représentants d'un programme décidé, renégocié, renégocié sans arrêt à l'échelle de l'Assemblée citoyenne ou à l'échelle de l'Assemblée départementale et là-dedans, ou cantonale. Et là-dedans, qui a poussé jusqu'à imaginer que dans le fond, ça amène à changer totalement le paradigme du politique. C'est-à-dire, l'efficacité du politique, c'est rassembler les gens, produire de l'intégration, faire en sorte qu'on débatte, que chacun ait accès à la dignité de citoyenne et de citoyen, et non plus être un régime capable de produire des décisions efficaces techniquement. Et ça serait un changement de tradition politique énorme qui nous ramènerait beaucoup plus vers ce que faisaient les sociétés amérindiennes ou traditionnelles, très efficaces pour intégrer, pour empêcher les meurtres, etc., sans police et sans juge, et complètement nul à la guerre. Parce qu'effectivement, si on veut être très bon à la guerre ou très bon dans l'agro-industrie, il faut qu'il y ait des gens qui soient capables de prendre des décisions uniques, très fortes, techno, et d'imposer tout à un territoire. Si on veut un système efficace où le politique soit surtout efficace dans sa capacité de produire de la cohésion sociale, alors il faut au contraire que l'essentiel de l'efficacité du politique, ce soit de mettre les gens en discussion, sans jamais leur imposer. La solution intermédiaire, qui est un peu méconnue et assez sournoise, c'est celle qui a été largement prêchée dans toutes les grandes écoles de sciences politiques et d'économie, et de marketing et de commerce, et qui fait vraiment foi dans les cercles européens, c'est la théorie d'Habermas des procédures discursives. Il consiste à dire il faut bien entendu que les décisions soient prises par des experts, puisque les sociétés mondialisées font face à des risques mondialisés et que par conséquent, la population n'a pas la compétence, l'expertise pour répondre à des risques mondialisés. Mais il faut faire participer la société civile par des procédures discursives qui fassent redescendre la décision et qui permettent son appropriation. Vous voyez que là, il y a un mélange des deux. Mais en même temps, qu'est-ce qui est premier? L'expertise. Moi, ce qui me semblerait absolument essentiel, c'est qu'on se saisisse de cette formidable opportunité qu'ont produit les Gilets jaunes. Bon, et puis, il y a quand même d'autres gains encore des Gilets jaunes qui consistent à dire, puisque le peuple a la possibilité d'être constituant, il faut qu'on se pose la question de savoir ce qu'il pense. Et bon, par exemple, quand on propose, au départ, c'est vraiment l'idée de Michel Philippot. Quand Michel Philippot conçoit et qu'ensuite il me met dans le train pour proposer à la FI une consultation citoyenne dans laquelle on donne la parole à tout le monde sans rien prêcher, surtout pas, sans corriger, et dans le simple but de se donner réellement et en profondeur une véritable connaissance du pays, où les gens ensuite puissent accéder à leurs paroles mises en commun, etc. Cette idée fait florès. Pourquoi elle fait florès? Grâce au travail des Gilets jaunes. Et par ailleurs, pourquoi imaginer que les Gilets jaunes, c'est fini? C'est pas fini, les Gilets jaunes. Ça va C'est pas du tout repartir, tu fini. penses? J'en sais rien, mais il y a des gilets jaunes dans toutes les voitures. Et donc, c'est facile parce qu'on fournit avec la voiture le moyen de contester le pouvoir en place actuel. Et par ailleurs, il y a toujours des ronds-points. Il y a cet héritage-là, et il me semble toujours vif et toujours agi, et toujours, d'ailleurs, peut-être de plus en plus légitime. Donc, moi, ce que j'appelle de tout mon cœur, ce qui vraiment me rendrait prodigieusement enthousiaste, c'est que les ronds-points reprennent, parce que les ronds-points, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, les ronds-points. Cette idée que là où on n'est pas qu'un espace de circulation. On ne fait pas que dormir chez soi et circuler jusqu'à son travail, où on devient une espèce d'agent productif. On s'arrête. Et on s'arrête tout au rond-point, c'est-à-dire au truc qui est là pour se substituer à la décision. Qu'est-ce que c'est qu'un rond-point? C'est un truc qui se charge à votre place de produire la décision, de laisser passer ou pas la personne, de faire une alliance ou pas avec la personne en face de vous. Et là, on dit, on s'arrête là. On s'arrête dans ce magnifique symbole de l'abolition de la discussion et de l'abolition du politique. Donc, moi, voilà, je trouvais ça. Andragogie, c'est un peu embêtant parce qu'andros, c'est pas seulement les adultes, c'est surtout les messieurs. Mais voilà. Siamo tutti educatisti, bien d'accord. Est-ce que je reviens un moment à mon propos ou pas? Comment vous voulez? Oui, tu peux revenir sur ton propos, tu peux réorienter sur la résignation-renoncement.
Je peut-être je juste... voulais revenir sur le renoncement pour vous en faire comprendre un petit peu la profondeur avec des exemples auxquels vous vous attendez pas. Super, ouais. Parce que, par exemple, il y a un exemple hyper commun, hyper discuté en ce moment, qui est par exemple renoncer à prendre l'avion. Alors, pour vous, peut-être que ça ne paraît pas quelque chose. Quand c'est Gaël Giraud qui en parle, pour ce niveau de revenus et d'action dans la sphère publique, ce qui a été mon cas, comme je disais il y a un instant, renoncer à prendre l'avion, c'est vraiment prendre un choix lourd. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une facilité que vous enlevez. C'est des revenus que vous enlevez. Donc, c'est vraiment un renoncement. Mais je voudrais aller vers des exemples que vous connaissez moins, peut-être, sur deux exemples de renoncement aux soins. Alors, je pense d'abord à un monsieur. Un jour, on m'envoie avoir interviewé un monsieur pour comprendre pourquoi est-ce qu'il renonce aux soins et aux sous, etc. Et on est du côté moi, je vais vous dire, on est à Sainte-Marie-du-Lac, du côté de Troyes, du lac du Der, etc., dans l'eau pauvre. Je tombe sur un monsieur très, très abîmé, avec des cicatrices dans les yeux. J'arrive à comprendre qu'en fait, il voit, il me dit, comme des mots croisés, les choses se superposer dans des sens différents. Enfin, voilà. Il a les dents pourries à un point que c'est atroce, et puis il en souffre beaucoup. Il a les articulations massacrées. Enfin, bon, ça va pas, quoi. Il m'accueille avec un grand verre d'eau de vie. Il m'explique tout ce qui ne va pas. Il me montre tous ses papiers, tout ce que les services sociaux n'avaient pas pour, euh, pour pouvoir lui venir en aide, en un sens. Et c'est quelqu'un de la MSA qui m'a envoyé, donc c'est quelqu'un des services sociaux. Et en fait, dans un mélange de poujadisme, de colonialisme, d'alcool, de fruits qu'on pourrait presque qualifier d'alcool à brûler, ce type m'a expliqué pourquoi est-ce qu'il se réduisait à la survie, pourquoi est-ce qu'il renonçait à tous les soins, et c'était pour une raison mais incroyable, incroyable de simplicité. À cause de sa parodontite, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, des dents qui pourrissaient, Hmm. il avait une haleine abominable. Voilà. Heureusement, j'avais son chien sur les genoux pour adoucir l'odeur. Et ce type était gentil, etc. Mais il y a un truc quand même, c'est qu'il ne pouvait pas perdre la face à une femme. Il ne pouvait pas perdre la face à une femme, c'était impossible. Et on ne lui envoyait de travailleurs sociaux que des femmes. Et il ne pouvait pas lui montrer sa misère, le fait qu'il vivait, qu'il vivotait en faisant encore le garçon de ferme à côté, le fait qu'il n'était plus capable de conduire sa voiture, le fait que ses dents étaient pourries, que son haleine était fétide. Et pour cette raison simple, qu'il lui était impossible, avec tout ce qu'il avait subi dans sa vie de saloperie et d'injustice, etc., de perdre la face à une femme. Vous voyez à quoi ça tenait? Donc, il renonçait Hmm. à tout ça parce qu'une part de lui-même, qui était encore le dernier sentiment qu'il avait de sa dignité, lui interdisait de le faire. Deuxième exemple, un petit peu plus joyeux, on est toujours dans l'Aube d'ailleurs, pas très loin. On a une dame qui souffre d'un cancer, qui a subi une chimiothérapie, à laquelle vous verrez plus tard qu'elle s'est résignée. Et puis, elle ne se soigne plus. Vous savez, normalement, il y a un traitement post-chimio, et elle refuse de prendre le traitement post-chimio. Alors pourquoi? Eh bien, en fait, je découvre au fur et à mesure de l'entretien avec son mari, avec elle, avec ses enfants, et puis avec son magnétiseur par téléphone, que c'est quelqu'un qui est contre tout ce qu'on appelle aujourd'hui les médecines traditionnelles. Elle trouve que c'est l'industrie, que c'est Big Pharma, que c'est des saloperies, que ça atteint à son corps, et que rien ne peut mieux la guérir que les plantes autour de chez elle et son magnétiseur à distance qui habitait avant le même pays. Et tout son ordonnancement du monde est autour de ça. Elle a chez elle une collection immense de bouquins de naturopathie, de traités écrits par des rebouteux, etc. Je dis ça sans aucune connotation péjorative. Hmm. Et donc son truc à elle, c'est ça. Elle est même finalement en fait très accompagnée parce que c'est son cancérologue qui a changé de chapeau et qui est aussi devenu magnétiseur, qui lui a donné des compensations naturelles dans les plantes, qui lui a prescrit des choses, etc. Et donc on est face à quelqu'un qui est sorti d'un régime pour rentrer en régularité avec son régime précédent. Elle renonce aux soins parce que pour elle, c'est être de la chair à canon, c'est être de la chair à industrie pharmaceutique que de rester dans le cadre traditionnel de la médecine traditionnelle. Voilà. Bon, alors, Pour
rester dans les exemples de la mort, on avait quelqu'un dans le chat qui nous demandait, dans l'expérience des rats qui vivent dans une cage électrifiée et qui se laissent mourir, est-ce que ça rentre dans une des deux catégories? Est-ce que c'est un renoncement ou une résignation ou ni l'un ni l'autre? Euh, En gros, tu as, des rats que tu mets dans une cage Oui, électrifiée et en fait, ils vont mourir mais plus vite que ce que l'électricité ne les tuerait, quoi. oui, mais je peux pas vous répondre parce que je ne sais pas à quoi renoncent les rats. Exactement, ouais. Je ne sais Faudrait pas être dans si les leur tête. rats ont une conscience d'eux-mêmes et si par souci de leur dignité ou d'équilibre intérieur, ils renoncent à cela, ou bien simplement si c'est parce que, en tant qu'être vivant, face à trop de contraintes, ben, ils sont comme stupéfaits, abattus et ils peuvent plus rien faire. Je ne sais pas à quel niveau on les torture, je ne sais pas. C'est à la liberté de chacun d'imaginer, et puis dans sa discussion avec les rats, ce qu'il en est. De notre point de vue, évidemment, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà participé à des études cliniques, mais de la même manière qu'on achète pour des études cliniques des décilitres des litres de morve, des kilos de poumons humains, des litres et des litres de tel ou tel fluide humain, on achète à l'avance du rat avec telle et telle spécificité pour les tester. C'est vrai qu'on les a tellement objectivés qu'il se peut qu'on soit tenté de les penser comme des choses. J'en sais rien. Je ne sais pas vous répondre. Moi, j'aurais tendance à penser qu'il s'agit effectivement d'un renoncement sacrificiel, mais j'en sais rien. Je ne sais pas. Ce que je voudrais simplement vous laisser avant de partir, ou d'essayer quand même de discuter avec vous d'une manière ou d'une autre, pour relancer la discussion, c'est vraiment de bien distinguer le renoncement du refus. Par exemple, je refuse la télévision parce qu'elle ne m'a jamais rien apporté, donc j'en veux pas. On peut refuser le téléphone portable. J'ai fait ça pendant très longtemps. Finalement, je m'y suis résigné. Je renonce uniquement, au sens que j'ai envie de vous proposer, à quelque chose qui m'apportait du plaisir, mais que je ne peux plus accepter pour une raison supérieure. Je fais de mon plein gré dans le renoncement l'abandon d'un certain principe de plaisir ou à l'exercice d'un droit, parce qu'il atteinte à quelque chose de trop profond en moi. De la même manière, il faut distinguer renoncement et enthousiasme. Il ne s'agit pas d'engager quelque chose, mais bien de cesser de faire quelque chose qui nous prive. Il y a quelque chose de douloureux dans le renoncement. Sinon, on ne parle pas de renoncement. Voilà. De la même manière, il faut distinguer, c'est le dernier point, le renoncement à un droit de l'ignorance du droit. Moi, j'ai eu beaucoup de travailler dans des cités. Il y a beaucoup de gens qui renoncent à un droit parce qu'ils ont peur des institutions. Et il y a beaucoup de gens qui ignorent totalement le droit dont ils disposent. En gros, ça va distinguer le renoncement à des droits, à de l'assistance ou à des services ou à des soins, parce qu'on se méfie trop de l'institution. Et puis, l'ignorance du droit auquel les institutions font beaucoup moins de publicité, pour lesquelles les institutions font beaucoup moins de publicité, par exemple, à une prestation financière. Voilà. Donc, pour conclure, vraiment, je vous propose de garder en tête que la résignation, c'est le degré zéro du consentement. C'est l'inacceptable qui demeure acceptable, qu'on finit par faire. Le renoncement, c'est le refus ultime du consentement. C'est le retrait du jeu. C'est la forme la plus individuelle et sourde de résistance absolue. Voilà. Et donc, un mot de conclusion, un pouvoir peut ritualiser la résignation. Il peut asseoir son pouvoir sur la résignation. Un pouvoir ne peut pas ritualiser le renoncement. Il peut maquiller la résignation en niveau d'acceptabilité. Il ne peut pas maquiller le renoncement parce que c'est toujours d'abord et avant tout une démarche individuelle de retrait de collaboration avec le pouvoir. J'en ai fini. Alors, merci beaucoup pour Merci à vraiment vous. ce propos. Ça n'a pas été facile au départ, mais on a bien pu aller en profondeur dans ce propos. Peut-être juste avant qu'on termine complètement, moi, il y avait un point qui me semblait intéressant, c'était le point des communs. Est-ce que tu penses que l'on s'est résigné au fait que on n'aspire plus à avoir des communs dans nos sociétés capitalistes? On voit, comme tu mentionnais au début, les grandes privatisations, la banque, les médias, les autoroutes, l'électricité, tout y passe, quoi. Le gouvernement poursuit avec la SNCF, plus tard ce sera les routes nationales peut-être. Est-ce que tu penses que les citoyens ont résigné, se sont résignés sur ce que l'on appelle les communs ou le bien public? C'est quoi ton avis là-dessus?
ça dépend du bien et ça dépend de la génération. Ça dépend du bien parce que, par exemple, si Macron décide de privatiser les forêts, je pense que une part infinitésimale de la population française sait que une partie des sous-bois et une partie des forêts a depuis le droit médiéval fait partie des communs. Et que voilà, c'est pas de tout temps les hommes, mais depuis très longtemps, les humains en France ont eu cette tradition d'avoir de la terre en commun. Si on parle des entreprises, des coopératives, de l'outil de travail dans une propriété collective, même si pour ça on ne peut pas parler de grands communs ou de biens communs, mais on pourrait dire que la propriété collective des outils de production pourrait relever d'un bien commun. Là, il y a des niveaux de conscience qui sont extrêmement différents selon les professions, selon les générations, de la même manière par rapport à EDF. Qui parmi les nouvelles générations de citoyens qui ont 18 ans sait que ça a été le fruit d'un rapport de force entre les gaullistes et les communistes d'un côté, ce qu'avait construit Marcel Paul, le fait que ça a été un exemple quasiment unique de tripartition du pouvoir entre l'État, l'entreprise et le syndicat à l'intérieur de. Enfin, en fait, parfois, il s'agit effectivement d'une résignation sur certains sujets très précis dans lesquels il demeure un haut niveau de conscience. Et les gens finalement acceptent, ils se résignent. Mais ces exemples se comptent sur les doigts de la main. Dans le fond, ce qui me fait penser qu'il ne s'agit même pas de résignation, qui suppose un certain niveau de conscience, c'est que l'idée même de bien commun n'est pas claire. L'idée de bien commun, que ce soit d'un point de vue chrétien, des biens communs de la création, ou que ce soit d'un point de vue philosophique ou d'un point de vue de gauche, je pense que c'est une idée qui est très très peu répandue et qu'aujourd'hui, ce qui est le plus répandu, c'est vraiment une théorie de la propriété qui dit que dans le fond, un bien appartient à quelqu'un. Si quelque chose est identifié comme un bien, c'est qu'il peut être vendu, parce que c'est ce qui va le définir comme un bien, et qu'il appartient à quelqu'un. Là, on est dans une situation très nette où il apparaît que la santé des uns et des autres est un bien commun. Bon. Tout simplement parce que non seulement c'est la prospérité, la santé de la totalité de l'être social qui est menacée, mais aussi parce que chaque personne, dans son individualité, peut être atteinte par les maux qui atteignent le collectif. Bon. Je ne vois pas que ça déclenche massivement de mouvements d'opposition à la logique libérale mise en œuvre pour gérer l'épidémie et à la biopolitique. Donc, je pense que il faut en fait ne pas oublier que ce qui est le moteur de la résignation et du renoncement, c'est une position par rapport à soi. C'est quand on est acculé par rapport à soi. Et quand on en est à ce point, de se mettre en cause, de se mettre en danger, le renoncement consiste à se privilégier soi, à se protéger soi-même et à ne pas renoncer à soi. La résignation consiste à renoncer à soi. Voilà. Ok, super réponse. On va regarder s'il y a encore des questions qui sont posées dans le chat. On vous incite tous à poser vos questions encore si vous en avez. Et puis, Alexandre, si tu es encore chaud, on va essayer de les prendre pour finir. Alors, carotte 2. J'ai une C'est question. Est-ce ça. que l'objection de conscience peut être approchée du renoncement? Non. Non, parce qu'on ne renonce à aucun plaisir, à aucun droit à cet endroit-là. Il ne me semble pas que l'objection de conscience, si on parle du service militaire, par exemple, relève d'une logique du renoncement. C'est un choix, c'est un refus, mais on ne se prive de rien, on n'entre pas en souffrance en le faisant. Des remèdes, un déclic, oui, bien sûr.
ce qu'on fait dans la consultation citoyenne, c'est-à-dire se regarder les uns les autres comme des égaux, ayant un égal accès à la parole publique et politique, parce qu'on se la donne les uns aux autres, et une égale dignité à prendre position sur tous les sujets qui se présentent. Sachant qu'à partir de là, il faut dire que si la personne ne sait pas ou ne veut pas se prononcer sur un sujet, c'est qu'on lui a mal posé. Voilà, donc c'est vraiment la réhabilitation des unes et des autres dans la parole en commun, dans la parole quotidienne qu'on a. Voilà, et on est un pays à l'échelle duquel est encore en état d'échapper à ces deux dynamiques qui consistent pour l'un à quand même s'isoler beaucoup, à travers le renoncement on s'isole, et pour l'autre à devenir un parfait être obéissant. Alors, j'y avait une question plus haut dans le chat qui a défilé. Là, il y avait sinon une question de Altendir qui demandait, à un moment, tu as abordé la question de l'obéissance sans compréhension au sujet de la résignation. Ne serait-ce pas plutôt davantage en lien avec le concept marxiste de l'aliénation que de la résignation à proprement parler? Alors, je n'irai pas jusque-là. L'aliénation, c'est ce qui procède directement du fait qu'il y ait exploitation. Et donc, du fait que je sois prêt à me faire voler une part de la valeur produite par mon travail. Donc, si vous voulez, l'aliénation, c'est une qualification technique d'une situation professionnelle. On peut ensuite en enrichir la compréhension en disant que plus une personne est dépossédée d'une part de son travail, plus elle est dépossédée d'elle-même et plus elle devient finalement la chose de l'employeur qui l'exploite. Bon, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est est-ce que la personne est acculée à cette situation ou bien est-ce qu'elle le fait simplement parce qu'elle le choisit, parce qu'elle en a envie, parce que ça lui simplifie l'esprit, parce que ceci, parce que cela. Donc, il peut y avoir aliénation à des tas de niveaux. Pour moi, ce n'est pas assez précis. La résignation, c'est lorsque, par exemple, je décide qu'effectivement, je suis une chose. Et voilà, bah, j'ai plus rien à contester. Vous n'êtes pas sans savoir que de nombreuses personnes en situation d'aliénation ont contesté leur situation et ont tâché d'améliorer leur situation et l'ont obtenue. Voilà. Ce qui ne permet donc absolument pas d'assimiler aliénation et résignation. Mais c'est vachement intéressant. Une question peut-être polémique, mais le suicide, renoncement ultime, point d'interrogation. Ben, ça dépend. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec cette idée. Il y a de nombreuses formes de suicide qui sont effectivement des formes de renoncement. C'est-à-dire, je renonce à quelque chose que j'avais, mais en fait, je cesserai d'exister en continuant à vivre. Si je continue à vivre, je cesse d'exister. Quelqu'un qui s'immole par le feu dans un acte de résistance, quelqu'un qui souvent à son travail en vient là. Il me semble qu'on est clairement dans des formes de renoncement. D'autres situations procèdent d'autres logiques psychologiques, vraiment d'effondrement de l'image de soi. Et là, il n'y a plus aucune image de soi, on n'est plus rien, on ne se sent plus rien. Et bon, le suicide peut répondre à cette situation-là en donnant une ultime occasion d'exister ou simplement parce que la souffrance est trop dure, mettre un terme à la souffrance. Donc à ce moment-là, il ne s'agit pas de renoncement. Mais il y a des modalités du suicide qui en procèdent. C'est quelque chose que je suis tout à fait prêt à admettre. L'attrait pour la théorie complotiste, refus, résignation, renoncement. Ni l'un, ni l'autre, mon général. Je ne crois pas du tout que ça relève de ça. Je crois que ça relève d'abord d'un peu de goût pour les théories du monde qui nous sont proposées dans les médias dominants. Donc voilà, on nous donne une version du monde qui est déplaisante et notamment qui ne répond jamais à la question de savoir pourquoi. On nous explique comment les choses arrivent, mais pas pourquoi. Et on nous présente une espèce de principe de nécessité à travers la mondialisation. On nous présente un principe de nécessité économique, un principe de nécessité qui s'incarne dans une bonne gouvernance. Bref, on nous donne comme ça une vision sans intention dans les événements. Ou alors des intentions qui sont diffuses, qui ne sont pas assez claires. Là, d'un seul coup, on rentre dans quelque chose d'affectif, de simple, pas du tout concret, mais comment dire, déjà dire, de viandu, de charnu. On a des êtres qui nous veulent du mal et ils incarnent le mal absolu. Par exemple, ils sont pédosatanistes. Alors ça, c'est très très bien, parce qu'ils sont satanistes, c'est le démon, et puis la pédophilie, c'est vraiment le mal absolu. Et on ne sait pas exactement qui c'est, etc. Et puis, alors, ce qui
relève un petit peu la logique du renoncement, c'est chez certains complotistes le refus de discuter avec ceux qui ne partagent pas les théories du complot. Et à ce moment-là, il y a effectivement l'idée que je sors du régime de régulation des conflits, je sors du régime normal de la parole, je ne cherche pas à convaincre, je renonce à ça parce que j'ai des explications satisfaisantes. On peut avoir une connexion de ce point de vue-là, mais pour moi, c'est secondaire. Ce qui est premier, c'est vouloir retrouver quelque chose qui satisfasse ma sphère sensible. Je veux de l'émotion, voilà, je veux ramener à des choses que je peux, non pas expliquer, mais comprendre, vraiment ressentir. Voilà, donc c'est vraiment les êtres sensibles qui veulent qu'on leur raconte des histoires. Et ça n'a rien d'infamant. Et ce n'est même pas infantilisant, c'est notre façon d'interpréter le monde. Donc c'est des gens qui veulent, voilà, être à nouveau à l'origine de leur interprétation du monde. Voilà, parce que c'est satisfaisant sentimentalement. Donc j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube dans laquelle j'expliquais à mes étudiants ce que c'est que les sphères profondes et sphères superficielles de la conscience chez Georg Simmel. Et je prenais cet exemple de hold-up là-dessus pour en faire l'analyse. Comment retrouver du plaisir dans le renoncement? Ça, c'est très très simple. C'est vraiment le plaisir de l'érémitisme, c'est le plaisir du moine. C'est le plaisir de la performance qu'on a dans la capacité à se priver de tel ou tel plaisir pour atteindre un but supérieur. Le multiculturalisme est-il une forme de résignation culturelle? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Il faut le voir de deux manières. Soit c'est un état de fait dans une situation où il y a des tas de gens qui ont des cultures différentes et qui vivent ensemble. Et à ce moment-là, ils essayent de vivre ensemble sans abolir ce qui fait leur singularité. Et en fait, ce qui devient local, c'est l'art de vivre ensemble, l'art de vivre symbiotique. Par exemple, Alexandrie, je ne sais pas, dans les années 20-30, on a effectivement des tas de communautés grecques, italiennes, françaises, etc. Et ils ont un mode de vie ensemble, un mode de régulation des conflits dans cette différence-là. Et là, on peut parler de multiculturalisme. Voilà, ça c'est une chose. Deuxièmement, ça peut être un porte-étendard qui demande en fait l'abolition de toute culture. Ça peut être un porte-étendard qui dit, mais en fait, peu importe d'où on est et où on se parle et ce qu'on fait, on est tous dans un Starbucks. Voilà. Et ça, c'est effectivement une demande d'abolition de la culture, en ce sens que culture, c'est latin, hein, ça vient de l'agriculture, c'est la même racine, et c'est organiser localement un petit culte à l'ordonnancement du monde. C'est l'ordonnance, la culture, c'est vraiment le petit culte local à l'ordonnancement du monde. Comment est-ce qu'on définit ensemble la scène de l'action sociale, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et ça se passe totalement de savoir d'où viennent les gens. C'est ce qu'on est en train de faire au moment où on est en train de le faire. Voilà. L'opposition d'ailleurs entre un multiculturalisme et une forme d'identité qui viserait une pureté unique dans l'ancien temps, en fait, est une mauvaise opposition. En fait, on oppose ici deux projets qui sont tous les deux aussi délirants. L'un parce qu'il parle d'un peuple qui n'existe pas, qui n'a probablement jamais existé. Le peuple français a toujours été extraordinairement hétérogène. Et plus on remonte dans le temps, plus il est hétérogène. On n'a pas le même système patriarcal, matriarcal, matrilinéaire, matrilocal, patrilocal. Enfin, c'est une constellation de petites cultures, la France, qui s'est rassemblée dans un effort national et dans une langue sur le tard. Et donc, on a affaire finalement à cette fiction-là avec versus la fiction Starbucks. Ce qui serait intéressant de voir, c'est comment est-ce qu'on fait France de tout bois aujourd'hui pour faire une vraie culture là où on est maintenant à l'échelle locale et à l'échelle nationale. Enfin, ça, c'est mon point de vue, mais que je me permets de partager avec vous. Nopesto, tu ne veux pas reprendre la parole? Je fais que poser. Vas-y, je peux te poser les questions, hein. Tu as C'est parlé à un parti. moment que les gens pouvaient être forcés au renoncement. Mais n'est-ce pas confondre forcer quelqu'un physiquement à quelque chose? Pour moi, le renoncement est toujours volontaire. Sinon, ça n'est plus du renoncement, justement. Non? Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord, à ceci près que on peut se retrouver dans une situation dans laquelle on n'a plus d'autre choix que d'obéir ou de renoncer. Voilà. C'est tout simplement ça. Et Et il me semble qu'on peut être acculé, effectivement, jamais par la force physique, parce que là, on sort des logiques d'obéissance. Si, pour ceux que ça intéresse, quand on travaille avec Max Weber, c'est une déformation professionnelle, hein, parce que c'est vraiment lui qui a défini les modalités dans lesquelles on travaille sur l'obéissance en sociologie. Donc, quand on travaille avec Max Weber là-dessus, et de manière assez commune en sociologie, on travaille sur l'obéissance dès lors qu'elle est l'objet d'un consentement.
d'une acceptation. Il faut que la personne obéisse. Si on lui met le pistolet sur la tempe, il s'agit plus de ça. Le renoncement, c'est lorsque j'ai le pistolet sur la tempe, ou même que tout simplement la situation m'accule à tel ou tel comportement, je renonce. Je refuse de faire partie de ce système-là, quoi qu'il m'en coûte. Et il Si je ajoutait dans refuse de faire ça, quoi qu'il m'en coûte, s'il y a quelque chose qui me coûte, qui serait trop, dans ce cas-là, je vais me résigner à l'ordre, je vais me résigner à obéir. il ajoutait, n'est-ce pas une façon de maquiller l'impuissance que de l'appeler renoncement? Bah, c'est pas du tout une impuissance, le renoncement, parce que ça a un effet. Ça a un double effet. D'abord, on n'obéit pas. Et puis, deuxièmement, on finit par peser collectivement. Donc, non, pas du tout. En revanche, si quelqu'un est simplement empêché de faire quelque chose, on ne peut pas dire qu'il renonce. On peut dire simplement qu'il est empêché de faire quelque chose. Je vous donne un exemple très concret. Si on me met tellement de bâtons dans les roues que je ne peux pas faire ma consultation, enfin, la consultation populaire, alors on pourra dire qu'on m'en a empêché. J'ai été empêché de faire. Mais même je pourrais lutter, je pourrais essayer, je pourrais tenter, je pourrais ne pas renoncer, etc. Mais effectivement, je peux en être empêché. Je renoncerai si à un moment donné, j'estime que je ne peux pas le faire. Mais bon, l'exemple est très bien choisi parce qu'il est très piégeux. Donc je vais essayer d'être plus clair. Lorsqu'on est contraint à l'impuissance, voilà. Tiens, je vais vous donner un exemple tout simple. Je suis mis au placard dans mon entreprise. Je suis placé dans une situation d'impuissance. Je ne peux rien faire. Voilà. Je ne peux rien faire. Soit je me résigne à jouer le jeu du placard, ou je me résigne à obéir aux ordres qu'on me donne de signer ceci ou cela. Soit je renonce et je me place dans une situation d'inaction totale, de refus de collaboration. Je joue plus le jeu, je ne fais plus rien. Voilà. Donc, ça ne mène pas du tout à la même chose. Dans un cas, on va suivre l'ordre qui est donné ou l'injonction qui est donnée. Dans l'autre, on va tout simplement laisser tomber, sortir du rapport de force. Ça ne crée pas la même situation. Quelqu'un On qui avait n'attend aussi, plus rien d'un emploi, quelqu'un qui n'attend plus rien de ses employeurs, quelqu'un qui a complètement renoncé à ce jeu-là, souffre infiniment moins que quelqu'un qui se résigne à sa situation tout en continuant à attendre quelque chose. Quelqu'un qui subit l'ennui n'a rien à voir avec quelqu'un qui va s'ennuyer avec verve. Paramixel qui demande la désobéissance civile, par exemple vis-à-vis du travail, est un refus ou un renoncement? Ça dépend ça dépend des situations, ça dépend si on se prive de quelque chose en le faisant. On avait l'étonné aujourd'hui qui demandait résignation et renoncement seraient donc des notions bornes dans lesquelles se place tout le monde qui subit le politique, si j'ai bien compris. Est-ce Je qu'il a bien pense compris? qu'aujourd'hui, dans une situation dans laquelle il y a de plus en plus de mécontentement et de moins en moins de mobilisation efficace, ce sont comme deux pôles, deux options qui sont très structurantes, effectivement, pour comprendre la réalité de la situation sociale en France et du positionnement politique des uns et des autres. Très bien. L'impuissance serait donc toujours une vue de l'esprit. Ah là 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 là. Non, 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 moi je vais vous donner un exemple très concret. Imaginons un homme qui soit impuissant. Alors son impuissance, c'est pas du tout une vue de l'esprit. Il n'arrive pas à bander. D'accord? Il n'arrive pas à bander. Celui qui renonce, il va se faire moine et puis voilà, oui, il renonce et il devient asexuel, et il renonce, voilà, il renonce tout simplement à quelque chose qui lui plaisait, mais il décide d'y renoncer. Voilà. Il se prive des plaisirs qu'il avait dans les autres pans de la vie sexuelle. À cause de ça, il dit je renonce, et voilà, je renonce à ça, c'est plus simple. Celui qui se résigne, il va continuer à obéir à toutes les injonctions qui lui sont données et continuer à essayer de performer, à essayer d'obtenir une érection, à essayer de se piquer le sexe, de prendre du Cialis ou du Viagra, etc., pour bander. Et voilà. Donc, il ne va pas renoncer.
Il se résigne à l'injonction sociale. Il n'est pas capable de penser, par exemple, qu'il peut y avoir une bonne baisse sans érection. Je suis désolé de cet exemple, mais comme je travaille aussi pas mal sur le porno. Est-ce ça que le m'est- refus est un degré du renoncement? Demande Non, l'étonné. Non. non, non, non. Quand on refuse, on ne se prive de rien, qu'on a déjà. Quand on renonce, on se prive de quelque chose qu'on a déjà. Quand on refuse, on peut se priver de quelque chose qu'on aurait pu avoir. Mais c'est simplement l'option d'à côté, le refus. On pourrait dire que renoncer, c'est refuser quelque chose en se privant de quelque chose qu'on a déjà. Oui, ça va, la chasteté des moines. Gna, 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 gna. Il y avait l'étonné qui demandait aussi, n'est-ce pas faire l'économie de l'individualité agissante coordonnée? Genre initiative France Insoumise avec Nous sommes pour. Je sais pas si j'ai compris. Oui, 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 oui. Et non. Pourquoi? Parce que quand on s'engage, juste une petite parenthèse, je suis tout à fait d'accord avec Mose, on peut être chaste sans être moine, et je suis désolé si ma formulation a été peu claire sur ce point-là. Quand on décide de s'engager dans Nous sommes pour, on a en vue une constituante, on a en vue une sixième république, on a en vue une forme d'enthousiasme collectif, une mobilisation collective, etc., on n'est pas du tout dans une forme de renoncement. Ce que j'essaye de dire dans, dans la position du renoncement, qui me semble singulière, c'est qu'elle est déclenchée non pas par un refus collectif, pas par une solidarité, mais par un retrait personnel. Je pense que ça caractérise le renoncement. Il peut se faire, pour certaines circonstances, par exemple de négociation collective dans une entreprise, que un collectif renonce. Mais pour qu'il renonce, il faut qu'il mette un terme aux négociations. Ça, c'est un renoncement. On Non, va je voir suis s'il y a désolé, d'autres en questions. fait, j'ai cité la vie monacale parce que j'ai mes sources ici. Hop. Je suis allé, pour réfléchir à ça, Ah oui, regarder des tas de modes de vie érémitiques et de règles monastiques. Et ce qui m'intéressait notoirement, c'était les ordres pauvres, ceux qui font vœu de pauvreté. Et pourquoi ça m'intéressait? Parce qu'on a complètement perdu l'idée que la pauvreté pouvait avoir une vertu dignifiante, pouvait avoir socialement une qualité valorisante, dignifiante pour la personne qui, justement, renonce aux biens matériels. on avait une question qui était bien plus haut dans le chat, qui était Ah, est-ce que le capitalisme vert traduit le renoncement à des alternatives décroissantes? euh, il me semble que la question ne se pose pas là. Le capitalisme vert, dans le fond, c'est l'idée qu'on renonce à rien. C'est l'idée qu'on fait autrement et mieux. Voilà, pour répondre simplement. C'est l'idée qu'on peut continuer exactement de la même manière notre rapport à l'altérité, notre rapport à la nature, notre rapport à l'environnement, notre rapport aux autres humains, aux autres non-humains. On peut tout continuer pareil, sur le principe, en améliorant techniquement la performance de l'ensemble. Et c'est même pour pouvoir ne renoncer à rien qu'on s'engage là-dedans. Pourquoi c'est Alexandre qui bug? Dis donc, Titsa, Titsta, hein? Pourquoi je bug? Je bug pas, moi. Non, non, on t'entend très bien, Alexandre. Bon, Et bah il y a alors. Yves Mélou qui voulait te demander s'il te reste encore un peu d'énergie. Est-ce que tu peux reprendre le raisonnement sur l'échec des écolos? Il me semble que tu avais dit que les écolos d'il y a 20 ans qui avaient essayé de se mettre dans la décroissance, en fait, ils avaient échoué. Il me semble que ça devait être à peu près tes termes. Oui, bien sûr, bien sûr. Je peux reprendre. Par ma formation, j'ai eu en simultané
parce que j'étais en même temps à Sciences Po et à la Sorbonne, les 2 versions. À la fois, je faisais ma thèse avec Alain Gras, qui écrivait régulièrement dans La Décroissance, qui invitait souvent Yves Cochet pour parler, et on était vraiment dans ce propos-là de la décroissance. Bon. Et avec ses racines historiques, avec voilà, la prise de conscience dès les années 70, et le fait d'être vraiment à la fois de plus en plus visible et à la fois de plus en plus minoritaire. Et même peut-être divisé à l'intérieur entre une branche assez moraliste, une branche plus pragmatique, moraliste parce qu'il y avait à l'époque, je me souviens, on peut être en 2005, des débats sur l'usage de la capote ou non parmi les décroissants. Donc il y a une moi j'ai écrit dans la revue Anthropia, qui est la revue de la décroissance. Enfin voilà, c'est des choses dans lesquelles je baignais. Et on peut se dire collectivement que s'ils ont réussi à marquer quelques consciences et à faire entrer ce mot obus dans le débat public, ils l'ont fait entrer comme un épouvantail et qu'ils n'ont pas remporté de victoire politique décisive telle que ça change les conditions de la vie en commun. Inversement, il était dès les années 70 des écologistes pour qui le salut écologique de la planète, c'était pas constituer une altérité qui s'appellerait Gaïa, c'était pas moins de biens et plus de liens, c'était mettre le monde en chiffres pour le rendre prévisible et maîtrisable afin que nous puissions réduire notre impact sur l'environnement. Et cette perspective-là conduit presque naturellement à considérer tout ce qui existe sur Terre et même au-delà, puisqu'on parle de pollution de l'espace, comme un environnement, c'est-à-dire ce qui environne l'humain. L'humain est premier et on définit l'espace comme ce qui environne l'humain. Et tout cet espace doit être prévisible et maîtrisable. On transforme l'existant. Et là, c'est pire que l'anthropocène, c'est l'anthropo-ère, quoi. Je me sens floué, je pensais être plus culturel. Ah bon, zut, désolé d'avoir floué. On appelle ça un pharmacone. Ah oui, d'accord, c'est une réponse à quelqu'un d'autre que moi. Je ne suis pas incriminé. Donc, cette vision de l'environnement comme espace prévisible et maîtrisable mène ensuite d'autres changements politiques qui ont véritablement triomphé, eux aussi. Ça consiste à dire, puisque notre problème central, c'est la gestion, le management de l'environnement, de l'existant, il faut des experts capables de diriger les décisions publiques parce que seules ces expertises-là peuvent comprendre, mesurer, maîtriser un tel niveau de complexité scientifique dans l'interprétation, dans la compréhension, dans la connaissance du monde. Oui, merci Bouteille. Donc, on peut dire que ces perspectives-là, on pourrait dire en fait le GIEC, parce que le GIEC dès le départ se met dans cette perspective-là, le GIEC a gagné la bataille. Et en ce sens, pour moi, il s'inscrit dans une histoire ancienne de la rationalité occidentale, qui a connu des tas d'avatars. La plus rigolote, c'est probablement l'avatar soviétique. L'idée qu'on peut totalement maîtriser la nature pour l'amener vers des objectifs qui nous conviennent, je veux dire, c'est exactement des politiques brejneviennes. Pour moi, il n'est pas très différent de vouloir maîtriser le climat, l'hygrométrie de la totalité de l'existant, que de vouloir planter du coton et de faire de l'Ouzbékistan une région féconde en coton. Voilà, enfin, on est dans la même logique de faire rentrer la totalité de l'existant en maîtrise et prévisibilité humaine. Et dans l'incapacité totale de concevoir de l'altérité. Et dès lors qu'on abolit l'altérité, on se trouve dans l'impossibilité de fonctionner autrement que comme un vaste système technique qui doit être conduit par des fonctions centrales. En gros, on fait rentrer l'existant, tout ce qui existe, en ingénierie sociale. On fait rentrer tout ce qui existe, on pourrait presque dire en cybernétique. On fait rentrer tout ce qui existe en intelligence artificielle, en ce sens que il ne s'agit pas d'une intelligence du monde, il ne s'agit pas d'une intelligence de ce qui est à l'extérieur, il ne s'agit pas d'une intelligence de ce qui est interprété collectivement, mais il s'agit d'une intelligence qui est uniquement produite par une rationalité limitée, qui procède d'une ingénierie sociale.
Alors, est-ce qu'on a encore Je des précise questions? pour l'ours que moi l'humour politiquement correct, ça m'ennuie. Donc, vous pouvez faire toutes les blagues que vous voulez. C'est pas moi que ça dérange. Voilà. Je crois qu'on approche la fin des questions, Alexandre. D'accord. Et du On coup, peut je conclure pense sur j'aime les qu'on va collines, bien entendu. on va finir là-dessus, ouais. Avec Lettoné qui disait « J'aime les collines bien tendues, comme tout un chacun ou chacune ». Alors j'espère, Tu viendras par chez moi dans le fin fond de mon Orne, là, et tu verras que ça pousse de rue dans tous les sens et qu'on coupe rien et que moi, c'est plutôt les moteurs que j'aime pas. Voilà. merci à toi Alexandre, j'espère Merci à vous. que tu as apprécié ce moment, j'espère que vous avez tous apprécié cette émission sur le Discord du Canard Réfractaire. On espère qu'il y en aura plein d'autres dans l'avenir. On abordera de nouveaux thèmes. J'aimerais remercier tous ceux qui ont aidé à l'organisation de l'émission, aussi à Rodpi pour la super musique. Donc merci encore à toi Alexandre. Je vous souhaite Merci à à vous. tous une excellente fin de soirée. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez rester avec nous dans l'amphi principal. Ciao tout le monde. Ciao Alexandre. Tchou.